Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode du Forum du Parti de la France. Et aujourd'hui, les jeux vidéo rendent-ils violents? On a déjà parlé de jeux vidéo sur cette chaîne. Rappelez-vous qu'on avait fait une émission entière consacrée à ce thème avec Daniel Conversano, Faf Invaders. Je vous invite bien évidemment à la revoir. En tout cas, nous avons fait cette émission en réaction, en réponse à notre ami Yann Moix, oui, qui a expliqué très gentiment que toute personne qui jouait aux jeux vidéo avec plus de 25 ans à son actif était un demeuré complet et qui ne méritait aucun respect. Alors vous savez très bien que j'essaie d'inviter des personnes pertinentes à mon émission. Par conséquent, j'ai décidé d'inviter tout d'abord Thomas Peu, conseiller national du Parti de la France, joueur de jeux vidéo également. Bonsoir Thomas, comment allez-vous? Eh beh, écoute, bonsoir Alexandre et bonsoir, à nos auditeurs de ce soir. Ça va très, très bien. Je suis content de participer à cette émission parce que comme tu viens de le dire, je joue également de temps en temps aux jeux vidéo donc on pourra parler, aisément de ce sujet, voilà. Absolument, et en plus vous me supportez comme partenaire de jeu parfois, vous avez de la patience, vous avez de la Très patience et nous avons et nous avons avec nous également le seul pas forcément, quoique c'était aussi le binôme de Daniel Conversano lors de mon émission, Pierre-Nicolas Nups joue également aux jeux vidéo. Bonsoir Pierre-Nicolas, comment allez-vous? N'oubliez pas d'allumer Salut votre Alex, microphone, parfait. ça va, mais je t'entends pas très bien, ça a saccadé pendant tout le long de ton laïus. Est-ce que tu m'entends bien? Moi je vous entends parfaitement de mon côté, je Ça vous entends saccade, parfaitement. j'ai pas entendu tout ce que tu as dit. Bon, c'est pas trop dramatique parce que c'est le début de l'émission et tu m'as sans doute présenté. Mais si ça continue comme ça va pas le faire et je comprends pas pourquoi, parce que j'ai de la connexion, j'ai tout ce qu'il faut, je suis dans les mêmes conditions que d'habitude et je t'entends pas très bien. Thomas, vous m'entendez correctement ou ça saccade de votre côté? Là, Alors ça je t'entends saccade bien, mais de pas temps là. à autre, il y a des petites saccades effectivement, ça coupe, alors c'est peut-être un problème de connexion, venant de chez toi. Oui, ou alors Oui, c'est il y a la Telegram Telegram, également. mais bon, Voilà, tant pis. ouais. Bon, en tout cas, on va essayer de faire l'émission. Mais donc oui, je te remercie de m'avoir invité et bonsoir à nos auditeurs et à tous ceux qui nous écouteront par la suite sur YouTube. Merci beaucoup. Et oui, je vous invite tous les deux, parce que vous êtes également des joueurs de jeux vidéo. Entre vous deux d'ailleurs à plus de 25 ans. Moi aussi, hein, je joue aux jeux vidéo également. Pour parler un petit peu, j'ai été joueur e-sport de Smash Bros. Et également trésorier d'une association e-sport, donc je suis aussi investi dans le milieu du jeu vidéo. Continuons directement en commençant cette émission par vous poser la question, mais qui est très simple, mais c'est nécessaire pour comprendre pourquoi vous êtes pertinent en tant qu'invité à cette émission. Thomas Petit, voilà, quel est votre lien avec le monde du jeu vidéo et à quel type de jeu jouez-vous? Eh ben, écoute Alexandre, comme tu le sais très bien, moi je suis un grand amateur de jeux de stratégie. Donc c'est essentiellement stratégie comme, Age of Empires ou des choses comme ça où il faut gérer un pays, une armée ou voilà, c'est essentiellement ce genre de jeu qui me plaît. Bon, j'ai déjà essayé des jeux, de type, FPS, hein, de temps à autre, ça m'arrive aussi. Mais voilà, c'est vraiment pour le côté stratégie, moi, qui m'intéresse dans le jeu. Donc voilà. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion de jouer avec moi un certain fois, à de stratégie, pardon. Tout à fait, tout à fait. Et vous, je vais vous poser, c'est peut-être à cause de ces fameux jeux que vous êtes devenu un fasciste d'extrême droite, Thomas Petit, un membre du Parti de la France, quelle violence! On Ah bah aura oui, l'occasion. ça m'a rendu violent, ça, c'est indéniable, hein, c'est à cause des jeux vidéo. C'est évident et on en parlera dans quelques minutes. Et vous, Pierre-Nicolas Nups, on a entendu quel type de joueur Thomas Petit était. Et vous, Pierre-Nicolas Nups, vous êtes quel type de joueur? À quel type de jeu jouez-vous? Est-ce que vous pouvez nous dire vos faits d'armes? La même chose que notre ami Thomas, à l'exception près que moi j'aime beaucoup les RPG, les jeux comme celui qui vient de sortir, Kingdom Come Deliverance. J'ai un accent anglais absolument épouvantable. J'aime bien les jeux où tu as, disons, une certaine liberté d'action et de choix, et même de choix moraux à faire pour voir ce qui va se passer par la suite, pour voir l'évolution de ton personnage.
Et j'aime beaucoup les jeux comme GTA, et j'attends le GTA 6 avec impatience pour pouvoir écraser des passants et tirer sur des policiers. Bien évidemment, je plaisante, je ne fais jamais ça. Ah, vous seriez intéressé, je pense, par la série de jeux Fable, qui est un RPG où ton environnement, varie Oui, en fonction de tes actions. je connais, mais je n'y ai jamais joué. Bon, je ne peux pas tout tester non plus, mais c'est vrai que c'est un jeu qui m'avait beaucoup été conseillé, mais je n'ai jamais songé à l'acheter ni à l'installer. Bah, je pense que vous seriez le type de joueur. En plus, j'ai été chez vous, je crois savoir que vous avez une Xbox Fable, c'était, si je dis pas de bêtises, une exclusivité Xbox. Et moi de mon côté, bah écoutez, un petit peu pareil que les deux. Je joue beaucoup aux RPG comme Pierre-Nicolas Nupes, notamment bon, bah, tout ce qui va être la série des Elder Scrolls, Skyrim, Oblivion et MMORPG, ainsi que les jeux stratégiques comme Thomas Petit, c'est-à-dire Age of Empires 2, et les jeux de géographie. J'aime bien voilà, le GeoGuessr par exemple. J'aime bien. C'est un jeu où on est placé au hasard sur Google Maps et on doit trouver l'endroit où on est. C'est un jeu qui rend violent, hein, évidemment. Non, 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 non. Et où, Ah oui, j'ai oublié de le mentionner, ah effectivement. oui, Moi aussi. techniquement, c'est un jeu vidéo, Thomas Petit, techniquement. Avec un système de score Oui, et tout et mais tout. ça m'a comme tu as pu le constater, ça m'a donné des accès de violence. Ah oui. Et jeux de combat, vous imaginez bien, hein, si j'étais joueur Smash Bros, bon bah, forcément, le jeu de combat, j'aime bien également. Et je suis assez fan de la série des Assassin's Creed. Et on aura peut-être l'occasion d'en parler, parce qu'Assassin's Creed, assassinat, violence, bien évidemment. Je n'ai joué et aimé que le 4. Black Flag, puisque moi je suis quelqu'un qui est très intéressé par le monde de la piraterie. C'était ma période préférée lorsque j'étais plus jeune. Et non, c'était pas la Seconde Guerre mondiale. Je vais en décevoir certains, mais c'était cette période-là. Et c'est le seul Assassin's Creed auquel j'ai joué. J'avais beaucoup apprécié. Je sais pas si tu connaissais, c'est que Black Flag est un très bon jeu, mais un très mauvais Assassin's Creed, parce qu'il ressemble pas du tout au jeu Assassin's Creed. Mais c'est ce qui est vrai, alors moi j'aime beaucoup Black Flag aussi, le 4, mais effectivement, ça ressemble pas beaucoup à un Assassin's Creed, soyons tout à fait honnêtes et transparents. Alors là, on a beaucoup de choses à aborder ce soir, les amis, parce que le jeu vidéo, déjà pour le présenter brièvement, c'est quand même un média comme n'importe quel autre, c'est même, on peut dire, un art mineur, au même titre que le cinéma. Et sur le plan industriel, on est justement face à une industrie qui pèse plus lourd, économiquement parlant, que le cinéma et la musique réunis, ce qui est pas rien. Je sais pas si vous imaginez, ce n'est pas rien du tout. Et et puisque là qui pèse beaucoup, c'est un média qui est en constante évolution. Déjà évolution par rapport, évidemment à la technique et aux matériaux disponibles, mais également en termes de valeur morale, on va voir ça. Le score ESG, comme dans toute industrie, a une importance capitale. Donc c'est nécessaire de voir cela également. Mais tout d'abord, avant de parler de la wokisation des jeux vidéo, qui est un sujet très intéressant qu'on abordera dans quelques minutes, Thomas Petit, est-ce que vous comprenez encore, c'est Max qui explique que non seulement les jeux vidéo rendent violents, mais qu'en plus il n'y a que les demeurés pour y jouer. C'est un peu comme au sujet des mangas, on entend si après la majorité on lit des mangas, on est demeuré. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Ben moi, déjà, je pense que cet enculé de Yann Moix est mal placé pour parler de violence, étant donné qu'il a été inculpé à plusieurs reprises dans des affaires liées à des violences conjugales, si je ne me trompe. Bon, bref, passons ce sujet, mais on en reparlera peut-être plus tard. Mais moi, je pense qu'il faut quand même remettre les choses dans un contexte, on va dire, plus global. On accuse souvent les jeux vidéo d'être responsables de violences dans la société, et cetera. Mais c'est pas si simple que ça, hein. Ce qui conduit à la violence, c'est pas forcément le jeu, l'écran, la manette ou voilà, mais plutôt l'effondrement l'effondrement des valeurs fondamentales de la société. Donc non, on peut pas, je comprends pas qu'on puisse encore en 2025 tenir ce genre de propos, dire que les jeux vidéo sont la cause en tout cas une des causes de la montée de la violence en France, insensé et je pense que voilà, on va développer là-dessus, par la suite. Mais non, moi je ne suis pas du tout d'accord avec ça et heu et voilà, je laisse Pierre-Nicolas répondre et après je pense qu'on débattra. Alors, pour en revenir à Yann Moix, ou plutôt pour débuter par Yann Moix, je tiens tout de même à préciser qu'au-delà des inculpations dont a parlé notre ami Thomas, quand il était étudiant, il avait écrit un certain nombre de textes extrêmement antisémites qui se caractérisaient par leur virulence. Il se prenait pour un héritier de Louis-Ferdinand Céline et de je ne sais quoi.
Ça lui a beaucoup été reproché et aujourd'hui, il s'est totalement mis à plat ventre. Il rampe devant tout le PAF, devant tout le monde de la télévision. Et ses déclarations sont à l'image de son comportement et de sa dignité. C'est la seule chose que j'ai à dire sur Yann Wax. Enfin, me faire qualifier de demeuré par Yann Wax, eh bien, je trouve que c'est l'hommage du vice à la vertu. Ça m'amuse beaucoup. Ça ne me dérange absolument pas. Merci beaucoup à vous 2 et rappelons pourquoi il a dit ça. Il a dit ça, je vous rappelle qu'il y a, Louise qui a été assassinée. Alors, beaucoup s'en sont réjouis de voir que le coupable, le meurtrier, partons, je devrais dire le suspect, parce que je crois que le jugement n'a pas encore eu lieu, bien entendu, à cause du court délai qu'il y a eu entre le moment où nous parlons et le moment où il y a eu l'acte. Le suspect, voilà, serait blanc. Il est blanc. Bon, moi, je suis convaincu qu'il est mentalement arabisé. C'est-à-dire que je suis convaincu que, bon, ce n'est pas des gens comme Pierre-Nicolas Nips, Thomas Petit ou Alexandre Ringer qu'il avait dans son entourage, mais plutôt des prénoms de type nord-africain. Mais passons, passons. Dans sa garde à vue, il a expliqué en interrogatoire qu'il est passé à l'acte parce qu'il avait joué à Fortnite. Je rappelle qu'il a 25 ans, d'où la phrase de Yann Wax. Il jouait à Fortnite et que puisqu'il l'a pas fait, puisqu'il a échoué dans sa session de Battle Royale, et bien il s'est défoulé sur Louise en la tuant. Thomas Petit, Pierre-Nicolas Nups, est-ce que vous pensez réellement que cette excuse est valable? Bien évidemment, non. Et je vais même aller au-delà de ça. Il est absolument évident que ça ne lui est pas venu tout seul. Ça, c'est son avocat qui lui a soufflé cette ligne de défense. Son avocat lui a conseillé d'utiliser cette ligne de défense puisque c'est le rôle d'un avocat. Et pour défendre un type aussi indéfendable que celui-là, eh bien, il faut bien trouver quelque chose. Et c'est la seule chose que l'avocat a trouvé pour pouvoir défendre son client. Eh bien, c'est qu'aujourd'hui, quand on est dans le fameux délire rousseauiste dont je parle beaucoup dans les émissions où tu m'invites, eh bien, dès lors qu'il y a un comportement antisocial, dès lors qu'il y a un comportement criminel, dès lors qu'il y a un comportement délinquant, eh bien, ce n'est pas de la faute de l'individu, c'est de la faute de son environnement. C'est-à-dire que l'homme naît naturellement bon et c'est son environnement qui le corrompt. La pauvreté, l'exclusion, le chômage, le racisme, etc., etc. Tout ce délire de la gauche qui, bien évidemment, n'est pas vrai. C'est-à-dire qu'on accuse l'environnement pour déresponsabiliser les individus vis-à-vis de leurs actes. Et c'est exactement qu'essaye de faire son avocat. Ils essayent de déresponsabiliser ce petit con de ses actes, du crime atroce qu'il a commis. Non, il a commis un crime pas parce qu'il a perdu une partie de Fortnite, il a commis un crime tout simplement parce que c'est un criminel, que c'est de la mauvaise herbe et que c'est un individu qui est inapte à la vie dans une société, tout simplement. Oui, bah, je pense qu'on est d'accord là-dessus. Thomas Petit, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est le jeu vidéo qui leur a mené à ce terrible meurtre contre Louise? Ah non, je que là. Moi, je pense qu'on vit dans un monde où voilà, où la famille, l'éducation, où les repères traditionnels ont été affaiblis et donc forcément on assiste à un déclin de l'autorité morale et aussi à une disparition des structures qui ont permis à la société de se maintenir droit ou dans l'ordre, si tu préfères. Donc non, pour moi, les jeux vidéo, c'est vraiment qu'un produit de cette époque et quand on regarde un jeune, aujourd'hui, bah, qui est souvent livré à lui-même, hein, il faut le dire, sans une vraie structure familiale ou éducative, bah, c'est normal qu'il se tourne vers des exutoires comme les jeux vidéo. Mais ça ne veut pas dire qu'il va devenir violent, à cause de ça. En fait, les jeux vidéo, pour moi, c'est un reflet, un miroir de la société, mais c'est pas une cause, c'est pas la causalité de la violence. Enfin, pour moi, il y a aucun rapport. Aucun rapport. Aucun rapport et moi je suis d'accord avec vous 2. Cependant, on a quand même beaucoup de médias qui semblent le prendre très au sérieux. Alors est-ce qu'ils jouent un rôle ou est-ce qu'ils sont sincères? Je ne sais pas, mais beaucoup de médias, souhaitent effectivement incriminer le jeu vidéo. Beaucoup de médias souhaitent, de Louise, hein, à chaque fois. Dès qu'il y a eu un massacre aux États-Unis, pareil, on a Voto. Bref, ça date pas d'aujourd'hui, le fait de lier la montée de la délinquance, excusez-moi, aux jeux vidéo. Pierre-Nicolas Nips, est-ce que vous pensez pas que cette histoire de jeux vidéo, c'est pour masquer les vrais problèmes de notre société occidentale? Bien sûr, mais avant que le jeu vidéo existe, on disait que ce qui rendait les jeunes violents, c'était la télévision.
Et avant la télévision, on accusait les bandes dessinées. Enfin, c'est ce que je disais tout à l'heure. On accuse systématiquement l'environnement. Eh bien non, je suis désolé, au bout d'un moment, les jeux vidéo, comme l'a dit notre ami, ce sont le reflet de la société. S'il existe des jeux vidéo violents, c'est tout simplement parce qu'il y a une demande qui va dans ce sens et que les producteurs, eh bien, leur but, c'est de faire de l'argent, c'est de faire du chiffre d'affaires, c'est de faire des profits. Et ils vont vendre des choses qui sont demandées. S'ils vendent des jeux violents, c'est parce qu'il y a une demande qui va dans ce sens. Tout comme aujourd'hui, il y a des jeux qui sont un peu plus portés sur certaines choses qui n'étaient pas abordées auparavant. Je parle par exemple du délire LGBT. Tout à l'heure, tu m'as demandé à quel jeu vidéo je jouais quand j'étais plus jeune. Je t'ai dit, je jouais à Kingdom Come Deliverance. Eh bien, j'apprends aujourd'hui que dans le deuxième, il est possible d'entretenir une relation homosexuelle, ce qui n'était absolument pas permis dans le premier opus qui est sorti il y a 8 ans. Voilà, donc le jeu vidéo est le miroir de la société. Ce n'est pas ce qui produit les comportements criminels. Oui, 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 je pense tout à fait que c'est du bon sens, mon cher, Pierre-Nicolas Nups. Et vous, Thomas Petit, vous pensez également que c'est une forme de facilité des médias de dire: «Bah, regardez, non, il n'y a pas de problème de la délinquance suite à l'immigration ou suite à une mauvaise gestion économique ou peu importe». Et tu sais, Évidemment, ce aujourd'hui, sont les médias qui ont canalisé. Oui, allez-y, Pierre-Nicolas. aujourd'hui, c'est devenu un gimmick. Je n'aime pas utiliser ce genre de mots, ce genre d'anglicisme. C'est devenu presque un cliché qu'il faut absolument combattre. Mais autrefois, il y avait la fameuse, dès lors qu'il y avait un viol, il y avait tout de suite la fameuse excuse, elle avait une tenue provocante. Alors aujourd'hui, ça ne passe absolument plus. Ce n'est plus du tout permis de dire ça. Mais ça a été beaucoup dit, notamment dans les tribunaux par des avocats qui disent aujourd'hui que si les clients ont tué, eh bien c'est parce qu'ils ont joué à des jeux vidéo violents. Eh bien autrefois, les violeurs, ils ont violé parce que la dame avait une tenue provocante. Encore une fois, on accuse l'environnement plutôt que d'accuser l'individu. Et ça, c'est un véritable problème. Et ça vient de quelque part, ça vient de cette idéologie de gauche tarée. Et c'est cette idéologie-là qu'il faut combattre. Mmh. Oui, effectivement, l'analyse est intéressante. Thomas Petit, vous pensez aussi que c'est une manière de déresponsabiliser la population? Évidemment, pour répondre en 1er à ta du moins à ta première question, oui, les médias essaient de cacher, on va dire, le problème ou les bases du problème, parce qu'il y en a plusieurs, hein. Donc, ils veulent pas, assumer ou avouer qu'il y a un réel manquement dans l'éducation, nationale, mais aussi dans l'éducation donnée par les familles, bien sûr. Et l'État est en partie responsable. Parce que quand une société cesse d'enseigner le respect, la discipline ou même l'honneur, ou surtout la responsabilité personnelle, bah, c'est qu'il y a un problème. Et les jeunes, surtout quand ils viennent de milieux plus précaires ou déstructurés, bah, en général, c'est ces jeunes qui sont vulnérables. Et donc, si dans certains jeux vidéo, il y a de la violence, bah, c'est pas ça qui les rend violents, c'est vraiment dans l'environnement dans lequel ils grandissent. C'est un environnement où ils ont pas les outils nécessaires pour comprendre ce qui est bien ou mal. Et donc il leur manque cette capacité de se contrôler et ça les médias évidemment n'en parlent pas parce que c'est aussi l'État qui a son rôle là-dedans. Voilà, tout simplement. Et j'aimerais quand même souligner une forme de contradiction parce qu'évidemment, ce n'est pas qu'un problème franco-français, ce n'est pas un problème c'est un problème aussi américain. On pourrait faire une petite parenthèse sur les noms qui sont censurés en Allemagne. Peut-être que vous, consommateurs, auditeurs, vous êtes peut-être des joueurs de jeux vidéo et peut-être que vous vous dites: «Mais attendez, c'est bizarre, il y a plein de jeux qui existent en physique, mais qui n'existent pas sur les stores, que ce soit sur, voilà, sur PlayStation, Xbox ou Nintendo». La raison, elle est assez simple. C'est parce que la plupart des stores de jeux vidéo sont basés en Allemagne, donc que c'est soumis à la législation allemande et que voilà, la plupart des censures qu'il y a dans le jeu vidéo, c'est surtout censuré exclusivement par l'Allemagne et un peu l'Australie. Ce qui signifie qu'il y a plein de jeux qu'on ne peut pas trouver même en France, d'un point de vue immatériel dématérialisé, excusez-moi, mais qu'on pourra trouver en boîte. Mais bon, mettons de côté la censure 2 minutes et parlons d'un autre Allemand ou plutôt d'un Autrichien. Et oui, Arnold Schwarzenegger. Alors Alexandre Inger, pourquoi tu nous parles d'Arnold Schwarzenegger dans une émission sur le jeu vidéo? Bah, déjà Arnold Schwarzenegger est présent dans certains jeux vidéo, mais surtout, oui, vous le savez très bien, acteur célèbre de films d'action et c'est aussi le sénateur de la Californie accessoirement. Et ben justement, c'est vrai que le sénateur de la Californie, Schwarzenegger, a signé
a signé une loi voulant interdire la vente et la location des jeux vidéo aux mineurs parce que ce sont des jeux qu'ils jugent violents et qui rendent violents en 2005. Moi, je sais pas, je trouve ça amusant quand même qu'un acteur incontournable de films violents vienne expliquer que les jeux vidéo rendent violents et pas les films. Je trouvais ça formidable. Bien évidemment, la Cour suprême des États-Unis a dit que ça venait à l'encontre du premier amendement, que ça va à l'encontre de la liberté, parce que bon, les États-Unis, c'est quand même un pays de la liberté. Donc la loi n'a pas été adoptée. Vous trouvez que ça. Il n'y a pas une hypocrisie pour vous, Pierre-Nicolas Nupes, quand même? Écoute, Alex, j'ai fait des tas d'émissions avec toi et c'est la première fois que ça se passe aussi mal. Je n'ai rien entendu de la question que tu m'as posée. J'ai simplement Ah, compris c'est qu'il bizarre. y avait Schwarzenegger qui t'a parlé de jeux vidéo. Tu as dit qu'il a voulu interdire la vente de jeux vidéo violents. Je n'ai rien entendu de la question que tu m'as posée. Ah, Tu bah, je suis m'entends? vraiment désolé. Je suis vraiment désolé si tu m'entends pas, je comprends pas trop pourquoi. J'espère que Thomas, tu m'entends de ton Thomas, côté. est-ce que tu as entendu la question qu'il a posée? Alors, je l'ai pas entendu dans son entièreté, je l'ai entendu qu'en partie. Alors, Pareil, effectivement, j'ai entendu pareil. Donc en qu'Arnold fait, le Schwarzenegger problème venait vient de avant, chez mais toi, il y a Alex. pas beaucoup plus. On t'entend Ah, très mal. mince. Ça se passe vraiment très mal ce soir. Ça, c'est insupportable. Mais je pense qu'on devrait changer de plateforme. Malheureusement, Telegram a trop de problèmes. J'ai pas ces problèmes sur Discord. J'ai pas ces problèmes sur Ah, Discord. pour le coup, je Euh, pense pas que ça soit la bah, plateforme parce que j'entends très bien Pierre Nicolas. Bah moi, ah, je t'entends très bien aussi, Thomas. C'est toi qui merde, Alex. merde. Ça, je crois que j'utilise ça. En tout cas, la question globalement, c'était Arnold Schwarzenegger, acteur de films violents, dit que les jeux vidéo rendent violents. Pourquoi est-ce que les jeux vidéo rendraient plus violents que les films? Est-ce qu'il y aurait une forme d'hypocrisie de la part de l'intelligentsia américaine? Je ne sais pas. Peut-être comment dire. Je n'ai pas. En tout cas, bah, là, ça n'a pas marché du tout. Bah, Thomas Petit, vous pouvez répondre? Ah, peut-être là, peut-être là? Oui. Oula, vous nous faites une Simono, Pierre-Nicolas Lipson. Vous m'entendez? Non, 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 non. Ah, moi, c'est moi qui vous entends pas de T'entends? mon côté. Très mal, très mal. Thomas Petit, vous entendez, Pierre-Nicolas? Non, bah là, je sais pas, j'ai l'impression de l'entendre de loin, mais je peux répondre en premier attendant qu'il règle son petit Ça problème, n'a Absolument. aucun sens. s'il faut. J'ai 90% de batterie sur mon téléphone. Je suis dans la même pièce que d'habitude. J'ai toutes mes barres qui sont remplies. J'ai de la 4G au taquet. Tu es censé m'entendre. Bah, je sais pas. Moi, je Là, suis on t'entend fibré bien. hein, de mon côté, mais oui, oui. Là, on t'entend, Pierre-Nicolas. Tu peux essayer de retenter. Oui, donc sur la position d'Arnold Schwarzenegger, je dois dire que je ne la comprends pas très bien. Lui-même qui est acteur de films violents, qu'il va. Mais d'après ce que j'ai compris, d'après ce que tu as dit, il n'avait pas l'intention d'interdire ces jeux vidéo. Il avait juste envie d'interdire la vente à des mineurs. C'est bien ça. Oui, c'est ça. Vente et location, c'est ça. Bah, il me semble que c'est déjà le cas. Enfin, en tout cas, ici, en France, tu as ce qu'ils appellent un PEGI ou un PJ, je ne sais pas, sur le boîtier et qui met l'âge que tu dois avoir pour l'acheter. Et normalement, les commerçants ne sont pas censés vendre ça à des gamins qui ne sont pas accompagnés d'un Non, adulte. c'est pas vrai. Alors, le PEGI, ou alors, si vous voulez, aux États-Unis, le ESRB, c'est ESRB aux États-Unis, c'est juste à titre indicatif. En France, un mineur de 15 ans peut tout à fait acheter un jeu PEGI 18. C'est juste une indication pour le consommateur. C'est pas une interdiction. C'est pas D'accord, bah, légal. il est bon, je crois que la Cour suprême américaine a bien fait son travail, mais il faudra donc suggérer à M. Schwarzenegger à l'avenir que s'il a l'intention de faire ça pour les jeux vidéo, il faudra faire ça également pour ses films. Voilà, on veut interdire aux Et oui. mineurs de regarder de jouer à des jeux violents, bah, il faut également les interdire de regarder des films violents, et puis c'est tout. Oui, par cohérence, c'est ça, par cohérence. Heu, Ouais, bon, lui, en Schwarzenegger, t'entendant. attention, hein, il ah, allez-y, Thomas.
Non, mais de ce principe aussi, autant interdire Tom et Jerry, par exemple, parce que ça mime des scènes de violence, hein. Non, mais qui n'a jamais joué à un jeu vidéo, entre guillemets «violent» lorsqu'il était jeune? C'est pas pour autant qu'on est devenus des terroristes en puissance. Et oui, oui, d'ailleurs, attention parce que, Schwarzenegger, notre ami Schwarzy, il ne voulait pas interdire que les jeux violents, il voulait interdire tous les jeux vidéo, hein. Genre Mario 2004, interdit. Mario Kart, voilà, vraiment tous les Tetris, Tetris, ça rend violent quand même. Rappelle-moi, On va il a aussi un à la présidentielle américaine. Ah, j'ai pas entendu, pardon, Pierre-Nicolas, qu'avez-vous dit? Il a soutenu qui à la présidentielle américaine? Rappelle-moi. Mais il avait pas soutenu Trump? Non, 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 pas du tout, il a soutenu Kamala Harris. Attends, oh j'ai non, non, un non, doute. C'est Stallone qui a il a soutenu soutenu Trump, les je crois. C'est Stallone qui a soutenu Trump. Voilà. Ça répond à la question, effectivement. Ça répond à la question. Mais oui, oui, vous avez raison, c'est Stallone qui Les a soutenu tocards Trump d'un et lui qui côté, a les soutenu bons de Kamala Harris. l'autre. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Ah là là, mais effectivement, oui, bon, on a parlé du bouc émissaire, on a parlé des incohérences. Alors ça, je vous l'avais dit en hors caméra, enfin hors caméra, hors micro. Effectivement, l'écrasante majorité des psychologues et des études scientifiques montrent que non, il n'y a pas de lien entre violence et jeux vidéo. C'est pas parce qu'on joue aux jeux vidéo qu'on est violent, ça marche pas comme ça. C'est déjà l'individu le problème, c'est pas sa consommation. Mais ça, de toute façon, le bon sens suffisait, mais les psychologues vont dans notre sens, c'est quand même assez rassurant. Et Et ensuite, il faut quand même parler, il faut parler de quelque chose. Les pays qui jouent le plus aux jeux vidéo, le Japon, la Corée du Sud, le Canada, bah, c'est les pays où il y a le moins de criminalité. Thomas Petit, vous avez jamais fait le lien? bah, bien sûr, mais il y a même pas besoin de faire le lien. Pour moi, c'est évident que les jeux vidéo ne contribuent pas à la violence et que de toute façon, comme j'ai dit tout à l'heure, ou même Pierre Nicolas l'a dit, la violence existait déjà avant les jeux vidéo. La société a toujours été violente, donc pour moi, non, il peut pas y avoir de lien de causalité entre les jeux vidéo et la montée de la violence. Ou alors c'est qu'un fact ça peut être un des multiples facteurs, mais c'est pas une cause, c'est pas une cause. Et subséquemment, question pour Pierre-Nicolas Nupes, si au Japon et en Corée du Sud, ce sont les pays où on joue le plus et ce sont les pays où il y a le moins de taux de criminalité et de délinquance, la criminalité et la délinquance, elles viennent de quoi pour vous, Pierre-Nicolas Nupes? Eh bien, ça pourrait, par exemple, j'ai bien dit par exemple, je vais faire attention de ne pas encore me retrouver devant la 17e chambre correctionnelle, puisque maintenant, même pour un propos innocent, eh bien, j'ai encore failli récemment me prendre 4 mois de prison, c'est ce qui était requis par la 17e à mon encontre suite à un procès que m'a tenté Bilal Hassani. Je vais faire très attention à ce que je dis, mais je pense que c'est une question de coefficient intellectuel. Peut-être que dans les pays où le QI moyen est au-dessus de 100, eh bien, il y a moins de criminalité que dans les pays où le QI moyen atteint péniblement les 90. Ça peut déjà être un début d'explication, à mon sens. Ah, c'est une piste à creuser, même si elle n'est pas Bah politiquement voilà. correcte. Thomas Petit, Bah, vous en pensez quoi? pour ainsi dire, ça, Bah, je ne sais pas si j'ai encore le droit de le dire, mais je vais le dire quand même. Je vais le dire quand même, mais l'explication, je ne sais pas, peut-être, j'ai bien dit peut-être, elle est peut-être raciale. C'est peut-être pas impossible de. ah Et bah, vous, qu'est-ce que tout vous à fait, pensez, mais Thomas Petit, de ses propos C'est peut-être ces pas propos impossible ne de sont pas penser que le choquants, ils problème sont il est tout encore à une fait fois véridiques. racial. Ah ben pour nous, oui, pour les gens de Voilà. bon sens, mais j'espère qu'avec tout ce qui se passe actuellement, on ne va pas encore me les reprocher. Moi, je pense que les asiatiques en général qui ont un QI, bah, plus élevé que les africains, i c'est factuel, il faut le dire, hein, on ne peut pas le nier, Fais très attention sont à ce que tu capables dis, mon ami. Fais attention, je sais, mais c'est un fait, c'est un fait, il y a eu des études, moi je ne fais que relayer des études, hein, je n'invente rien. Bon, eh bien, je pense que les asiatiques sont quand même capables, les japonais, hein, par exemple, de faire la distinction entre le mal et le bien et entre le virtuel et le réel. Chose que ne sont pas forcément capables de faire des gens au QI à 2 chiffres ou peut-être moins facilement. Quelque chose que j'avais remarqué, puisqu'on est dans le thème des jeux vidéo, c'est la grande différence de population et de gens que l'on rencontre. Je parle dans les jeux en ligne, hein. C'est la grande, c'est le monde, c'est le fossé qui existe entre les joueurs PC, dont je suis,
et les joueurs consoles, dont je suis un petit peu moins, mais comme tu l'as dit en début d'émission, j'ai une Xbox chez moi. Et j'ai remarqué que les gens avec qui tu joues en ligne et qui ont, pour ainsi dire, des manettes, ne sont pas les mêmes individus que ceux avec qui tu joues lorsqu'ils ont un clavier. Et je peux te garantir que tous les abrutis qu'il y a dans les cités et ailleurs, eh bien, ce sont des joueurs manettes. Ils préfèrent ce moyen-là. Alors, c'est pas pour insulter les joueurs manettes, mais tu vois vraiment la différence des individus lorsque tu joues avec eux. Mais tout C'est simplement parce vrai. Ah, allez-y Thomas. c'est tout simplement parce que c'est plus accessible pour eux et donc forcément les classes populaires se retrouvent davantage à jouer à des jeux sur, console que les classes plus aisées qui, elles, PC, je le rappelle, hein, pour jouer sur l'ordinateur, bon, ça nécessite un ordinateur spécial, un PC quand même onéreux, ça c'est cher et ça c'est pas tout le monde qui peut se le permettre donc forcément, c'est aussi un reflet de notre société et donc sur console, on croise beaucoup plus souvent des gens de la classe populaire et donc par conséquent des gens issus de l'immigration, voilà. Bien, tout ça pour dire, parce qu'il y a tout de même un fil conducteur à mon raisonnement. Tout ça pour dire que plutôt que de prendre des mesurettes du style interdire aux mineurs d'acheter des jeux vidéo violents ou tout simplement interdire les jeux vidéo violents ou accuser les jeux vidéo violents dès lors qu'un crime est commis, peut-être qu'on devrait agir en amont, peut-être qu'on devrait agir sur le cœur même du problème, sur le cœur du problème de l'insécurité. Tiens, par exemple, peut-être qu'on pourrait déjà commencer par supprimer l'ordonnance de la justice pénale des mineurs de 45, qui prévoit que ipso facto, dès lors que vous avez commis un crime ou un délit et que vous êtes mineur, eh bien votre peine est ipso facto divisée par deux. Ça ne sert à rien. Peut-être que si jamais eh bien, on montrait un certain nombre d'exécutions publiques à des gamins et qu'on leur dit, bon, ben voilà, si tu adoptes des comportements antisociaux, si tu te comportes comme lui, tu finiras comme lui. Peut-être que ce serait plus éducatif et infiniment plus profitable à la jeunesse que de lui interdire de jouer à des jeux vidéo violents ou réputés violents. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous et autre corrélation que j'aimerais faire, au-delà du support, au-delà du fait, voilà, manette ou clavier, il y a également le type de jeu, c'est évident, mais surtout l'accessibilité du jeu. J'ai toujours remarqué que les communautés et c'est logique, sur les jeux gratuits, sont extrêmement toxiques. Bah, on pense, League of Legends. League of Legends, c'est quand même le bon exemple. League of Legends, Fortnite, Valorant, c'est devenu comme ça un petit peu Rocket League malheureusement. C'était pas comme ça. Dès qu'un jeu est gratuit, souvent la communauté derrière, bah oui, ça vole pas très haut. Moi, quand on me demande mon type de jeu, je réponds surtout jamais les jeux gratuits. Mais je fais pas ça pour faire mon pédant. Je fais ça parce que c'est pas du tout la même communauté dessus. Et quitte à jouer en ligne, quitte à voilà, autant jouer avec des gens, on va dire de mon niveau, de mon âge, etc., etc. Donc je pense aussi qu'il y a un lien. Et d'ailleurs, ça ne vous aura pas échappé que la plupart des délinquants, disons, leur jeu, c'est Fortnite. FIFA éventuellement, ça c'est un jeu payant, mais bon, ça c'est encore autre chose, c'est parce que c'est le sacre vous savez, le foot, c'est une religion pour eux. C'est le 6e pilier de l'islam, le foot. Mais je pense qu'il y a une corrélation aussi entre le type de jeu auquel on joue, surtout leur accessibilité en termes de prix et le comportement derrière. Vous vouliez rajouter quelque chose, Pierre Nicolas? Non, je dis que je t'entends très mal. Ah, mais c'est pas normal, ça m'embête. Ça m'embête, ça m'embête. Pourtant, je fais souvent des conférences, oui, en quelque sorte sur Discord et j'ai jamais de problème. Il y a que sur Telegram où j'ai des problèmes. Faudra qu'on étudie ça Et écoute, attentivement. on en a fait quand même pas mal. J'en ai fait plusieurs dizaines des émissions avec toi. C'est la première fois que ça passe aussi mal, hein. Ouais, oui, Je oui, tout à confirme, hein, c'est la fait. première fois que ça déconne autant. Tout à fait, tout à fait. Je sais pas pourquoi, ça m'embête, ça m'embête. Parce que moi, il y a rien qui a changé, de base, hein, de mon côté, il y a rien de base. Donc j'étudierai ça et j'essaierai de trouver la solution. En tout cas, j'espère que l'émission est quand même audible, malgré tout. Est-ce que vous avez remarqué j'enchaîne les questions, j'en suis désolé, Thomas, une différence de traitement entre les groupes politiques plutôt de droite et les groupes politiques plutôt de gauche concernant le jeu vidéo ou est-ce que c'est un média relativement universel comme le cinéma? Je pense que c'est relativement, universel. Alors, heu, ça dépend par, quel type de média merde.
dont on parle, mais en général, ce que j'ai remarqué, c'est que la gauche, en tout cas, est très présente dans le milieu du jeu vidéo, notamment sur YouTube. Bon nombre de youtubeurs sont de gauche et l'assument ouvertement, hein. Très peu de droite, en tout cas dans le domaine du jeu vidéo. Et donc voilà, mais je pense que le jeu vidéo, d'une manière générale, c'est assez universel et tout le monde s'en sert. Et d'ailleurs, j'ai déjà vu des hommes politiques faire référence aux jeux vidéo, comme par exemple, le dernier qui me vient en tête, c'est Jordan Bardella qui, sur TikTok, fait de temps en temps des références aux jeux vidéo, et ben, tout simplement pour convaincre, pour, ramener, on va dire, vers le parti. Donc c'est aussi des opérations de communication et tous les partis s'en servent parce qu'ils savent pertinemment que les jeunes jouent aux jeux vidéo. Ils savent pertinemment que les jeunes, bon, bah, sont en quête de quelque chose, de sens, de repères, d'une identité. Voilà, ils se réfugient dans les jeux vidéo, donc ils tapent en plein dedans. Mais ils ont raison, voilà, c'est stratégique. Oui, Jordan, avec ses vidéos Call of, on s'en rappelle pendant la campagne, 1v1, 1v1 sur Rust en quickscope. Ça m'avait amusé, moi, personnellement. C'est parce qu'on avait découvert qu'il avait une chaîne YouTube lorsqu'il était au collège où il faisait du commentary Call of Duty, chose qui était extrêmement à la mode à l'époque de Diablo X9, Mister Lev12, tout ça. Il y en avait beaucoup, hein, c'était vraiment la mode à l'époque. Je crois même que Fuse 3 en avait fait avant de faire du Minecraft, il me semble. Donc on est quand même sur quelque chose. Et puis, et vous, Pierre-Nicolas Nups, on a quand même cette branche à l'extrême droite qui est extrêmement hermétique aux jeux vidéo, parce que oui, le jeu vidéo, comme tout média et comme tout divertissement, peut avoir des, comment je peux dire, des abus, des addictions, c'est tout à fait normal. Mais qu'est-ce que vous répondrez à cette branche de l'extrême droite qui veulent totalement interdire les jeux vidéo, qui explique que c'est une énorme perversion et que ça n'apporte rien d'utile? Je n'ai rien à lui répondre, c'est une question de génération. Moi, je suis d'une génération qui est née avec ça. Moi, les premiers jeux vidéo, je les ai vus arriver sur Nintendo 64, sur des trucs dont certains n'ont même jamais entendu parler. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler, par exemple, de la Game Boy Color. C'est quelque chose, je veux dire, l'écran ne s'allumait même pas. Tu étais obligé de jouer sous une lampe de chevet, sinon tu ne pouvais pas jouer avec ça. Moi, j'ai connu ça, j'ai grandi avec le jeu vidéo et la plupart des gens qui sont contre ça, eh bien, ce sont des gens qui, tout simplement, qui sont comme notre président. Notre président, il ne joue pas aux jeux vidéo tout simplement parce que il a 17 ans de plus que moi et il n'est pas né avec ça. Et à l'époque où je suis venu au monde, eh bien, il était déjà un adulte, il avait déjà sa façon de se divertir et il n'a pas intégré ça à ses habitudes. Et je ne parle même pas des gens qui sont de la génération de mon père et qui sont nés en 1946. Alors bien sûr, il y a des exceptions, il y a des personnes plus âgées qui jouent aux jeux vidéo. Il y a des gens plus âgés que moi qui y jouent, et même beaucoup plus que moi, mais c'est une question de génération. Pour ceux qui parlent de les interdire, eh bien, je dis que c'est une mauvaise idée et que de manière générale, la solution n'est pas l'interdiction des produits de divertissement, la solution, c'est de mettre des garde-fous. Et pour protéger la population, eh bien, ce n'est pas d'interdire les jeux vidéo violents, c'est au contraire d'avoir une justice qui soit sévère et dissuasive pour punir les personnes qui adoptent des comportements antisociaux. Et il y a également la possibilité de se prémunir d'un certain nombre de problèmes en écartant eh bien, les populations criminogènes. Voilà, il faut agir en amont et pas agir sur sur des choses comme l'environnement, les jeux vidéo, etc. Il faut agir en amont sur les véritables causes des problèmes. Et la cause du problème aujourd'hui, elle n'est clairement pas le jeu vidéo, ni la télévision, ni quoi que ce soit. Oui, oui, je suis tout à fait d'accord et il y a même des études qui montrent, d'ailleurs c'est le cas dans les pays anglo-saxons. Les pays anglo-saxons, on préconise aux enfants et même adultes dyspraxiques, par exemple, de jouer à Tetris parce que ça apporte du bon en termes de vision spatiale et d'ailleurs, je crois qu'il y avait même une étude qui est sortie, je la mettrai dans la description si j'y pense, si je la retrouve parce que c'est une étude en anglais, qui explique que les joueurs ayant joué à Mario 64 lorsqu'ils étaient jeunes ont plus de facilité à se repérer dans l'espace que les joueurs qui n'y ont pas joué. Enfin bref, il y a plusieurs études qui montent dans le sens d'une forme d'utilité, voilà, d'une forme d'utilité aux jeux vidéo, et non pas comme quelque chose de nécessairement abrutissant. Mais bon, ça, voilà, je pense qu'on parle à des convaincus, j'en suis persuadé.
Entre nous, je ne suis pas Ah, sûr vous allez que... rajouter quelque chose, Pierre-Nicolas? Oui, je ne suis pas sûr. Alors, je veux bien qu'on me dise que les jeux vidéo soient abrutissants, mais je ne suis pas sûr que ce soit plus abrutissant que de lire un journal de gauche, que de lire Libération, Le Monde ou de regarder BFM TV. Et puis, là, c'est quand même bien vu. C'est quand même bien vu. Je pense qu'effectivement, regarder la télévision a plus d'effets abrutissants, je pense, que de Il me jouer à des jeux semble, alors vidéo. c'était à une époque où même la télévision, n'existait pas, mais il me semble que c'était Victor Hugo qui disait, à propos de la presse, donc déjà à son époque, il disait, quitte à ne rien lire, ne lisez rien du tout, il vaut mieux que vous ne lisez rien que de lire les journaux. Oui, c'est intéressant. C'est un truc que le collège j'aurais pu dire. Tout à fait. Donc moi je le dis, ne culpabilisez pas parce que Yann Moix considère que vous êtes un sous-homme parce que vous jouez aux jeux vidéo à 25 ans passés. Regardez simplement une photo de Yann Moix et dites-vous si c'est à ça que vous avez envie de ressembler. Ah là 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 là. Oui, c'est vrai qu'Yann Moix, effectivement, on l'aime pas beaucoup. Il a quand même il a fait des choses intéressantes dans sa vie. Par exemple, il a c'est Alors intéressant ça. je sais pas si c'est vraiment intéressant d'aller dans un pays, communiste, même s'ils sont plus nationalistes que les nationalistes de chez nous, je dois l'avouer. Mais non, Yann Moix c'est un personnage détestable et qu'il aille se faire, je peux me permettre, voilà. Ah là 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 Oui, là là là. c'est très bien, c'est toute la diplomatie du parti de la France. La diplomatie, En carrément. tant que numéro 2, j'approuve. Ah là 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 là. Bon, bah, si c'est approuvé par le numéro 2, alors Thomas Petit, je voulais poser En cette fait, question. Ah, oui, allez-y, Et par contre, continuez tu votre mettras quand développement. même des non mais bips. Alors regarde bien le timer parce qu'on risque de se faire strike la chaîne. Donc tu mettras bien des bips à ça. Et Oui. aussi pour empêcher notre ami d'avoir éventuellement une plainte pour injure publique. Donc tu notes le ce timer et sera tu pas la mettras un première. bip. Ouais, tout à fait, c'est 41 minutes, il y a pas de problème. Pas de problème. Ah bah, Oui, alors Thomas Petit, allez-y, vous allez développer non votre, mais pose-moi ta propos. question, j'en parlerai après. Pose-moi ta question d'abord. Entendu, entendu, entendu. Alors ma question, elle est très simple. C'était qu'au contraire, on dit que le jeu vidéo encourage la violence, mais est-ce que vous pensez pas que c'est une manière saine, hein, j'entends, d'évacuer la violence qu'il peut avoir en nous comme une forme d'échappatoire ou d'exutoire? Oui, bien sûr, comme tout à l'heure, je l'avais dit, hein, d'ailleurs, les jeunes recherchent une identité, donc des repères et donc forcément si cette, quête, d'identité, elle est pas nourrie de manière saine, et qu'ils trouvent pas de modèle dans la réalité, dans le monde réel, et bah, ils vont se tourner vers des mondes, virtuels comme les jeux vidéo et donc pour eux, c'est une manière de chercher à se situer, à chercher à se battre contre un monde qui leur semble de plus en plus, dénué de sens et ou de dans un monde où ils se reconnaissent pas. Donc encore une fois, c'est pas la violence dans ces jeux qui est à l'origine de leur frustration ou de leur comportement violent. C'est vraiment les lacunes de notre société qui ne leur offre pas les clés pour comprendre leur place dans le monde et les valeurs qui devraient les guider. Donc oui, les jeunes se réfugient dans les jeux vidéo, ils évacuent, leur frustration du quotidien dans les jeux vidéo et vaut mieux qu'ils tuent des gens sur Call of Duty plutôt qu'ils aillent tuer des gens dans la rue. Enfin, c'est du bon sens, c'est de la logique. Donc non, les jeux vidéo ne sont pas responsables de la violence et c'est pas non plus l'écran qui déforme les jeunes, mais le manque d'éducation, toute, la propagande gauchiste et wokiste de merde qu'on a constamment, à la télé ou même dans les écoles, hein. Maintenant, on apprend à des écoliers à mettre un préservatif, hein, comme si c'était important, comme si à l'âge-là, on se souciait de ça. Enfin bref, c'est de la folie. Donc non, les jeux vidéo ne sont pas responsables, même s'ils sont et bon, on doit l'avouer, hein, de plus en plus infiltrés par le wokisme, hein. Dans certains jeux vidéo, on voit de la propagande woke. Mais voilà, donc ça je pense que oui, c'est les jeux qui sont infiltrés par la propagande woke peuvent, eux, rendre, en tout cas abrutir les jeunes. Forcément, c'est du gauchisme. Mais en général, bon, bah, Oui, voilà, je pense que j'ai répondu à la question. bah, bien sûr, vous avez une question. T'es un petit, Oui, Nicolas, vous t'es voulez un ajouter petit quelque peu chose? rousseauiste malgré toi, cher ami. Non, là-dessus, je suis désolé de te contredire, mais moi, je ne pense pas que les jeunes vont devenir wokistes parce qu'ils jouent à des jeux vidéo wokistes. Ce n'est pas les jeux vidéo qui vont les faire devenir wokistes. Les jeux vidéo, ils sont devenus wokistes pour faire plaisir. Enfin, du moins, c'est ce que pensent les producteurs de jeux vidéo. Ils se disent, voilà, il faut que l'on mette ça parce que c'est demandé, tout simplement.
Moi, personnellement, c'est pas parce que je vais jouer ou que je vais regarder un contenu wokiste que je vais le devenir moi-même. Enfin, je refuse Ah de non, mais penser que les gens sont aussi influençables que ça. évidemment, mais moi je parle surtout pour les très jeunes qui jouent aux jeux vidéo, qui sont très influençables. Tout ce qui les entoure, la télé, les médias, les jeux vidéo, et cetera, ça peut les, influencer entre guillemets leur idéologie personnelle et donc voilà, si on commence à mettre du wokisme absolument partout, si on les galvanise de wokisme, et ben voilà, ça peut influer sur eux. Donc, bon, bien sûr, c'est pas unique vidéo qui vont faire quelque chose, c'est tout un ensemble. Mais on peut constater plusieurs choses. C'est que, ouais, effectivement, je suis assez d'accord avec Pierre-Nicolas Nup, c'est-à-dire que pourquoi il y a du wokisme dans les jeux vidéo? Alors, je pense pas que ce soit parce que c'est demandé pour le coup. En tout cas, pas par les joueurs. C'est demandé parce que j'en parlais un peu tout à l'heure, mais le score ESG. Le score ESG, alors vous savez, c'est j'ai plus exactement la je crois que c'est environnement, social, et général, ça doit pas être ça, mais on va vérifier ensemble, mais en gros, globalement, c'est tout ce qui va concerner, l'écologie, les valeurs morales, bref, le wokisme, voilà, le wokisme. Le score ESG, il faut qu'il y ait un minimum de score important pour que des groupes d'investisseurs acceptent d'investir, acceptent d'avoir des actions dans ce genre de domaine. Et le très bon exemple, c'est Ubisoft. Ubisoft, ils ont joué à fond là-dessus. Et d'ailleurs, c'est tellement admis dans Ubisoft qu'il y a Psyodélique qui en avait fait une vidéo, Psyodélique qui a travaillé chez Ubisoft, qui expliquait que de recrutement, être woke, être diversifié, être d'extrême gauche, trans ou racisé, comme ils disent, c'est plus important que la compétence. Donc voilà, c'est admis chez Ubisoft. Et ça, c'est pour une question de score ESG. Et quand on voit le gouffre économique actuel d'Ubisoft, parce qu'Ubisoft est en train de se casser la gueule. Là, les jeux vidéo, ils essaient de rétro-pédaler derrière parce qu'ils voient que la propagande du samouraï noir, ça marche pas du tout. Ils essaient de tout remettre en arrière, mais bon, ça, le mal est fait, j'ai envie de dire. Ça va se casser la gueule parce que les joueurs ne veulent pas ça, en fait. Les joueurs ne veulent pas ça. Les joueurs d'Assassin's Creed, j'en fais partie, ils veulent un univers immersif, une histoire intéressante, un gameplay intéressant. Ils veulent pas jouer des trans noirs. Ça intéresse personne de jouer des trans noirs. Enfin, vous, ça vous intéresse pas, Thomas? Ah bah non, mais je pense que les joueurs d'Assassin's Creed, en l'occurrence, recherchent, la véracité historique et donc je sais pas, si le jeu venait à se dérouler de la Rome antique, on voudrait pas avoir un Jules César, noir et ça, bon, bah, la majorité des joueurs sont d'accord avec moi, c'est juste du bon sens. Voilà. Bah oui, oui, absolument, absolument. Donc c'est vrai que c'est assez étonnant, enfin c'est assez étonnant. C'est assez paradoxal ce côté, on met woke pour faire plaisir au score ESG, mais par contre le plaisir des joueurs. Et d'ailleurs, je rappelle que si Ségolène Royal, moi j'en suis intimement prêt, elle a voulu interdire les mangas, les animés en France, parce que je rappelle que c'est Ségolène Royal qui a fait que le Club Dorothée n'avait plus le droit de diffuser. Alors, là, je vous parle d'une époque que j'ai pas vraiment connue, hein, j'étais trop. Je suis même pas sûr que j'étais né. Mais globalement, oui, Ségolène Royal a énormément contribué à la limitation de la diffusion des dessins animés japonais et de tout ce qui va concerner les mangas, parce que les œuvres japonaises, les œuvres littéraires japonaises sont préservées de cette woke culture. Elles sont préservées de toutes les conneries LGBT. Et globalement, on s'est retrouvé avec l'excuse de ne pas diffuser des dessins animés étrangers pour au final diffuser des dessins animés américains. Bon, je pensais que c'était très carré. Mais bon, et ça, j'en suis intimement persuadé. Donc c'est pour ça que c'est aussi intéressant. Et dans les jeux vidéo, c'est pareil. À Nintendo, il n'y a pas la promotion des mariages homosexuels. Tamagotchi Life, on ne peut pas se marier entre deux personnes du même sexe, par exemple. Nintendo, qui est évidemment une entreprise japonaise et qui ne s'occupe qui s'occupent de faire des bons jeux, qui ne s'occupent absolument pas de faire des propagandes woke dans leurs jeux. Et dans le cinéma, je crois qu'on a le même problème. Il me semble que si un film n'a pas un minimum de quota woke, peu importe à quel point le film est bon, il ne peut pas recevoir d'Oscar. C'est Psyodélique, pareil, qu'en parlait. Allez-y, Thomas. Non, Parce que non, j'ai c'est vu que bon, vous c'est aviez bon, allumé j'allais votre micro. Ah ok, très bien, très bien. Donc voilà, on est dans ce genre de délire. Donc c'est pour ça le Japon est une alternative intéressante, même si honnêtement, à part Nintendo, je joue pas beaucoup aux jeux, je joue pas beaucoup aux jeux japonais parce que je suis pas, voilà, je joue pas avec les styles de jeux que j'ai évoqués, jeux de stratégie, RPG, jeux de combat, c'est pas trop japonais. Jeux de combat, ça pourrait se discuter, mais c'est pas mon type. Donc je joue assez peu aux jeux japonais finalement, à part évidemment Zelda, Mario, etc. Continuons, si vous le voulez bien, continuons. On a parlé de beaucoup de choses. On a parlé du PEGI, on a parlé de l'ESRB, c'est-à-dire les limitations pour les jeux vidéo. On a parlé des bénéfices
cognitif et éducatif qu'il peut y avoir dans le jeu vidéo, mais on n'a pas parlé également de la manière de jouer, parce qu'évidemment, on va parler, j'ai envie de dire, est-ce qu'on peut considérer, il y aura cette question dans les commentaires, donc je vous la pose à tous les deux, Pierre-Nicolas Nux, Thomas Joly, Thomas Petit, excusez-moi, à quel point est-ce qu'on peut considérer le jeu vidéo comme une forme de culture, voire d'art mineur à part entière, au même titre que le cinéma et la littérature? Déjà, est-ce que vous seriez d'accord pour dire que ça pourrait être un art mineur? Pierre-Nicolas Nux, tout d'abord. Bien sûr, puisque contrairement à un film, par exemple, dans le jeu vidéo, tu es à la fois spectateur, mais tu es aussi acteur. C'est-à-dire que même dans un jeu qui est extrêmement scripté, je pense par exemple à la très bonne série Mafia, c'est-à-dire que le jeu, il a déjà ses scènes comme un film qui est tourné à l'avance, mais pour pouvoir les débloquer, eh bien, tu es obligé de faire un certain nombre d'actions. Donc, entre ces deux scènes, tu as une certaine liberté. C'est un jeu qui est très linéaire. Mais là, tu deviens plus que spectateur, tu deviens également acteur. Donc, c'est quelque chose de différent du cinéma. C'est quelque chose qui vient en plus du cinéma et même dans une certaine mesure à la littérature, puisqu'il y a beaucoup de jeux où tu as par exemple beaucoup de lectures. Je pense par exemple à ce jeu que j'ai pas joué, Final Fantasy ou autre chose. Tu as des jeux où tu as beaucoup de lectures et qui reprennent même des classiques de la littérature dans le jeu vidéo. Donc oui, effectivement, c'est un art mineur à part entière et je pense que cela mérite ces lettres de noblesse, d'autant plus que c'est une des premières sources de divertissement qui existent en quelque sorte, le jeu vidéo. Je me demande même si ça ne passera pas bientôt devant le cinéma, quand on voit toutes les merdes qu'ils produisent. Enfin, personnellement, moi, je préfère jouer à un bon jeu vidéo que de regarder une quelconque série Netflix. Bah là, on se rejoint totalement. On se rejoint totalement. Allez, Thomas Petit, je vois que vous vouliez réagir. Ah, je suis bien d'accord. En fait, j'ai même du mal avec le terme art mineur parce que vu la place que prennent les jeux vidéo dans notre société actuelle, c'est comme très considérable. On parle de 300 milliards de dollars, je crois à peu près entre 200 et 300 milliards de chiffre d'affaires sur une année. Donc c'est quand même énorme et donc pour moi, dans les jeux vidéo, c'est véritablement, un art parce que ça regroupe même plusieurs arts, comme l'a dit notre ami, Pierre Nicolas. Donc, bah, dans un premier temps, dans les jeux, bah, il y a le côté graphique, hein, donc l'art visuel, mais il y a aussi le côté, scénaristique, et également le côté musical parce que bon, bah, voilà, il y a les musiques, les jeux vidéo ont des musiques et parfois il y a des compositeurs connus, très connus comme Hans Zimmer, hein, par exemple, que je pense la plupart d'entre vous connaissent, a composé les musiques par exemple je crois que c'était Call of Duty à l'époque, Modern Warfare 2, bon ça c'est il y a quelques années, hein, mais voilà, c'est pour dire qu'il y a même des grands compositeurs qui se penchent sur la musique des jeux vidéo, pardon. Et donc oui, les jeux vidéo sont une forme d'art, forcément, forcément. Parce que c'est de la création, c'est tout un univers, un monde virtuel qu'on crée de A à Z et voilà, donc c'est oui, pour moi, c'est de l'art. Ça relève de l'imagination, de la création, donc voilà. C'est bien pour ça que Et, dans les studios de création, dans les studios de création de tous les jeux vidéo, on parle bien de direction artistique. oui, tout à Exactement. fait, tout à fait. Bah, moi, pour répondre, c'est très simple. Moi, vous savez, je suis quelqu'un qui aime beaucoup la philosophie et je me base sur Emmanuel Kant pour définir ce qu'est un art. D'ailleurs, c'est marrant parce que Pierre a invoqué justement un des critères de Emmanuel Kant et c'est pas le critère le plus évident auquel on pense. Globalement, il explique qu'il y a 3 critères principaux. Premier critère, il faut qu'il y ait la recherche du beau, c'est-à-dire qu'il y ait une avancée dans cet art, que ce soit pas stagnant. Et effectivement, de mon point de vue, le jeu vidéo correspond à la définition. Les jeux vidéo d'aujourd'hui n'ont rien à voir avec les jeux vidéo d'il y a 30 ans. Donc il y a une forme d'évolution. Ensuite, deuxième point qui est important, il faut que l'art, excusez-moi, demande une forme de technicité, une technicité complexe. Bah, excusez-moi, mais le jeu vidéo, en l'occurrence, ça demande un savoir-faire, ça demande un savoir technique. Tout le monde ne peut pas faire des jeux vidéo. C'est quand même compliqué. Il faut quand même faut coder, il faut mettre en image, il faut faire de l'infographie, etc. Bref, c'est quand même compliqué. C'est quand même compliqué. Donc ça, c'est les 2 premiers critères. Le troisième critère, j'en étais sûr que j'allais l'oublier. C'est fou ça, c'est fou. Le 3e critère, il faudrait que je m'en souvienne, brièvement, mais globalement, c'est au-delà de la recherche du beau et le fait qu'il y ait un élément qui le distingue des autres arts,
C'est pas, c'est quelque chose du genre, il faut que ça touche les émotions. Et en l'occurrence, le jeu vidéo remplit ce critère, ça touche les émotions également, au même titre qu'un film ou que n'importe quoi d'autre. Donc globalement, oui, pour moi, ça correspond à la définition d'un art. Un art, en l'occurrence, sans que ce soit péjoratif, un art dit mineur, pas un des arts qui soit fondamental, bien entendu. Donc je serais assez d'accord. Et d'ailleurs, je crois que le jeu vidéo avait même été inclus dans le pass culture qu'avait fait, le gouvernement Macron. Alors, bon, malheureusement, le pass culture oui, oui, pass culture, ça avait été surtout qui s'est projeté de FIFA, mais justement, chaque année, le produit culturel le plus vendu en France, c'est un jeu vidéo. Bon, malheureusement, c'est pas un très bon jeu, c'est FIFA. Alors, c'est plus le cas depuis qu'il y a plus un FIFA par an, mais c'était le cas jusqu'en 2019. À l'exception quand il y a une BD Astérix qui sort. Quand c'est une BD Astérix qui sort, c'est le produit culturel le plus vendu. Mais à l'exception d'une BD Astérix, c'est effectivement le jeu FIFA. Donc c'est intéressant. Et voilà, pour ça, pour dire que ce n'est pas un art parce qu'il y a de l'art dedans, ce serait trop facile de dire oui, le jeu vidéo est un art parce qu'il y a du cinéma dedans, parce qu'il y a des musiques dedans, parce qu'il y a du graphisme dedans. Oui, mais il faut qu'il y ait un truc en plus. Et le truc en plus, c'est ce qu'on appelle le gameplay, la façon de jouer. C'est exactement ce qu'a dit Pierre-Nicolas Nups, bravo. Bravo, bravo. Écoutez, mes chers amis, j'avais pas forcément d'autres questions, parce Je que je voulais pense qu'on y a répondu. Ah, allez-y, Thomas. Oui, mais moi, je voulais aussi dire que, ben, ce qui rend vraiment intéressant les jeux vidéo en tant qu'art, c'est aussi leur dimension interactive. Souvent, un film ou une œuvre littéraire, par exemple, ça peut nous toucher, mais voilà, dans un jeu vidéo, c'est le joueur qui devient acteur de sa propre histoire, hein, donc qui prend ses propres décisions, qui influe sur l'évolution, par exemple, du récit pour certains jeux. Et voilà, donc c'est vraiment cette interaction, bah, qui transforme profondément, on va dire, l'expérience. Et c'est plus l'artiste qui impose une vision finale, mais c'est vraiment une collaboration entre le créateur et le joueur. Et on va dire que chacun contribue à sa manière à l'œuvre, parce que dans un jeu vidéo, on peut évoluer de plein de façons différentes, on peut faire un peu tout ce qu'on veut. Et c'est aussi voilà, ce côté artistique que je voulais souligner. Oui, effectivement, effectivement. Bah, le jeu vidéo, oui, c'est un art, j'ai envie de dire, qui est extrêmement vaste et large et varié. Et c'est personnellement ce que j'apprécie dedans. C'est pour ça, pour moi, ça me paraît impossible quelqu'un qui me dise, «Oui, non, je n'aime pas du tout, du tout, du tout les jeux vidéo». C'est comme quelqu'un qui me dirait: «Je n'aime pas du tout, du tout, du tout la musique». Il y a forcément une musique que tu vas aimer, que tu vas accrocher. Pour moi, le jeu vidéo, c'est un peu pareil. Ça va être très compliqué de détester, de rejeter en bloc le jeu vidéo dans son ensemble. Parce que c'est trop varié. C'est trop varié. C'est comme la musique, c'est comme chez le cinéma. Ah oui, en plus, il y a beaucoup de jeux vidéo qui abordent aussi des thèmes qui sont très profonds, très philosophiques, hein, comme des dilemmes moraux ou des réflexions sur la société ou même encore la guerre. Et puis, donc oui, on peut pas dire, comme cet enfoiré d'Yann Moix l'a dit, que les jeux abrutissent l'esprit. C'est pas possible. Dans les jeux vidéo, on trouve de tout. Et donc, c'est un milieu, contrairement à ce qu'on pourrait croire, qui peut être intellectuel. Voilà. Oui, tout à fait, tout à fait. Et je suis bien d'accord avec vous naturellement, et ça me paraît assez bien que ça commence à être accepté, que le jeu vidéo, c'est pas forcément un truc de geek mongol, comme on pouvait le voir. D'ailleurs, c'était un musicien, alors ça m'a fait beaucoup rire, j'ai plus son nom, et de toute façon, je suis même pas sûr que j'ai le droit de le donner, mais c'était un musicien sur Facebook qui dit, «Oui, de toute façon, après 25 ans, je comprends même pas qu'on puisse jouer aux jeux vidéo». Il est musicien, je rappelle, hein, donc c'est-à-dire que son métier, il essaye de vivre de ses concerts. Bah, dans le jeu vidéo, on peut vivre du jeu vidéo. On peut vivre déjà en tant que joueur, on peut vivre en tant que partageur de contenu, journaliste, heu créateur tout simplement, et cetera, commentateur de jeux vidéo. Bref, il y a plein de métiers autour du jeu vidéo. Ça peut être quelque chose de professionnel, et que ce soit un musicien, donc un artiste qui dénigre l'art du jeu vidéo, bah, ouais, j'ai trouvé ça ironique, voilà, j'ai trouvé ça assez paradoxal, finalement. Continuons globalement. Alors moi, sur le jeu vidéo, j'avais fini. Je pense sincèrement qu'en 1 heure, on a bien expliqué que non, le jeu vidéo rend pas violent, qu'il y a d'autres origines à la violence. On a bien expliqué que le jeu vidéo, c'était pas juste quelque chose de superficiel, totalement abrutissant, qu'il y avait de multiples facettes, qu'il y avait plein d'aspects, que c'était une forme de richesse et qu'il fallait le prendre en compte en tant qu'industrie de toute façon, parce que c'est une industrie immense, et aussi en tant que pratique culturelle, et que c'est pas quelque chose qu'on vit dans le réel, on vit pas dans un contexte qui n'existe pas. Nous ne sommes pas des hommes d'aéroport, n'est-ce pas? Bref, je pense qu'on a bien répondu. Et comme vous le savez, à chaque fin d'émission, nous parlons des actualités
de la semaine. Alors tout d'abord, en termes d'actualité, évidemment, c'est un peu compliqué de passer à côté de Donald Trump. Donald Trump, il fait plein de choses en ce moment, vous l'avez vu. D'ailleurs, j'ai sorti une vidéo que Dieu bénisse Donald Trump que je vous invite à voir. C'est un nouveau format qu'on lance sur le Parti de la France. Chaque mois, chaque 20 du mois, on fera un bilan mensuel du président des États-Unis. Donc voilà, j'espère que le format vous plaira. C'est totalement différent de ce qu'on fait là. C'est des vidéos beaucoup plus courtes, des vidéos qui paradoxalement sont beaucoup plus longues à faire parce qu'elles sont plus travaillées en termes de montage. Mais voilà, c'est quelque chose qui j'espère vous fera plaisir. Et notamment, on a vu que Donald Trump a dit que Zelensky était un dictateur sans élection. On rappelle qu'il a fait annuler les élections et que la paix ne peut pas se faire sans Poutine. Poutine qui, je crois, est largement en train de gagner en ce moment. Là, on est plutôt sur une phase pro-Poutine en termes de guerre. Qu'est-ce que vous en pensez, Pierre Nicolas Nups? Est-ce que ça vous étonne, ce move de Donald Trump d'avoir dit ça sur Zelensky? Pas du tout. Pas du tout, ça ne m'étonne pas. Et comme je l'avais écrit encore récemment, je suis ravi, bien sûr, ça ne surprendra personne, moi qui suis le président du comité des Français avec Donald Trump, moi qui ai soutenu Donald Trump alors même qu'il était donné en 2015 à 1% d'intention de vote, je suis bien sûr ravi qu'il soit élu. Et quelque part, j'ai un peu l'impression d'être président des États-Unis par procuration, puisque cet individu se comporte exactement comme moi, jusque dans sa manière de s'exprimer, de sa façon de traiter les journalistes, de sa façon de traiter son environnement, du point de vue des idées politiques. Je n'ai absolument rien à lui reprocher. Dans notre famille de pensée, dans notre milieu, tout le monde sait l'admiration énorme, énorme que j'avais pour Jean-Marie Le Pen, l'énorme admiration que j'avais pour cet homme. Mais ces gens-là doivent savoir qu'il y a un homme que j'admire encore plus que Jean-Marie Le Pen, et c'est bien Donald Trump. Je dois dire que je trouve très peu de points de divergence entre moi et Donald Trump. J'apprécie énormément ce qu'il fait. Donc non, je ne suis pas surpris par les déclarations de Donald Trump quant à cette espèce de, de, de dictateur mafieux, cette espèce de pourriture, cette merde intégrale de Zelensky. Et j'espère qu'il se retrouvera très vite sur un peloton d'exécution. Merci beaucoup pour votre réponse, Pierre-Nicolas Nups. Thomas Petit, je pense que vous avez à peu près la même réponse. Alors, on rappelle qu'au Parti de la France, on est neutre, hein, on est ni pro-Ukraine ni pro-russe, Effectivement, nous parce qu'on sommes est pro-paix. pro-France. Au Parti de la France, Voilà, on est pro-paix. nous sommes pour la paix. Nous ne voulons pas que de jeunes Européens, ni même de moins jeunes, s'entretuent. Il faut regarder cette guerre comme ce qu'elle est, c'est-à-dire une tragédie. Et parce que la guerre est nécessairement une tragédie, et il faut savoir que que bien qu'elle soit regrettable, eh bien, c'est un endroit dont les frontières, les tracés varient systématiquement. On a affaire à un peuple de cousins qui s'envahissent et qui s'occupent mutuellement à peu près tous les 20 ans. Euh, Peu de gens le savent, mais il faut savoir que le berceau historique de la Russie, c'est Kiev, c'est pas Moscou. Voilà, donc évidemment, c'est évidemment regrettable ce qui se passe, mais les choses vont dans le bon sens et il faut absolument dégager l'espèce de junte corrompue. D'ailleurs, Donald Trump l'a dénoncé, tu aurais même dû commencer par là. Il faut savoir que plus de la moitié de l'argent qui a été envoyé par l'Europe et les États-Unis à Zelensky, eh bien plus de la moitié a disparu. Et nous avons appris que la femme de Zelensky dépensait, oh comme ça surprendra du monde, dépensait énormément d'argent dans les boutiques des Champs-Élysées lorsqu'elle venait à Paris. Donc ces espèces de voleurs doivent être traduits devant les tribunaux, ils doivent être jugés et exécutés. Exactement. Mettez des juifs au pouvoir et voyez le résultat, en Ukraine, par exemple, hein, Aïe, ce aïe, que aïe. Zelensky a fait. Attention, il faudra Donc mettre, non, mais un bip, oui, Alex. il faut rappeler, et Donald Trump l'avait précisé, hein, que c'est Zelensky qui est à l'origine de cette offensive russe de 2022, parce qu'il a rejeté toute négociation de la part des Russes, et il a voulu militariser davantage l'Ukraine, et Poutine s'est vu contraindre à intervenir en Ukraine. Ça, il faut Mais, rappeler, et Trump l'a rappelé d'ailleurs. ça datait d'ailleurs bien avant cela, ça datait déjà dès Bah, 2008. bien sûr. Dès 2008, des Oui, populations qui sont russophones étaient persécutées par le régime en place. Donc au bout d'un moment, tout à fait. Poutine défend son peuple, et même au-delà de défendre son peuple, il y a eu un référendum qui a été organisé, et ces gens ont souhaité être rattachés
à la Russie. C'est tout. Oui, et l'Ukraine n'a jamais accepté ça. Voilà. Et oui, et oui, et oui. Si vous voulez bien, on passe à l'actualité suivante avant d'autres problèmes judiciaires. Non, vous inquiétez pas, je vais bien couper le passage. Thomas Pesquet, il est plus taquin que je le pensais. Alors, évidemment, parlons quand même de Richard Ferrand. Vous savez, Richard Ferrand, président du Conseil constitutionnel. On a vu que le Front National, le Rassemblement National, excusez-moi, a décidé de s'abstenir durant le vote. Et d'ailleurs, Thomas Joly a tweeté à ce sujet. Il voulait tout changer, en parlant du Rassemblement National. Ils n'arrivent même pas à expliquer pourquoi ils ont offert le Conseil constitutionnel à Richard Ferrand. Entre balbutiements et justifications gênées, le RN devient orfèvre dans l'art de trahir sans assumer une nouvelle trahison de la part du Rassemblement National. Décidément, c'est toutes les semaines. C'est toutes les semaines, j'ai envie de dire. On voit bien Nicolas Nups, Thomas Petit. Alors, j'ai plus souvenir de votre historique. Pierre-Nicolas Nups aussi, je crois que vous avez été au Front National à l'époque où c'était bien, si je ne dis pas de bêtises. Vous étiez au comité là, ça je me rappelle très bien. Moi, je suis content de faire au Rassemblement National personnellement. C'est sûr. Et, Et oui, vous avez été. j'ai commencé ma vie politique, j'ai commencé en tant que militant au Front National. Et j'y étais d'ailleurs bien avant d'avoir 18 ans. Je m'occupais des sections de jeunesse du parti de Jean-Marie Le Pen quand j'avais 15 ans. Moi, j'ai commencé à rejoindre ce parti lorsque j'avais 14 ou 15 ans. Et je suis parti en 2011 lorsque c'est Marine Le Pen qui a pris les rênes du parti. Et bien, je constate que de ces mots qu'elle a prononcés lors de, comment dirais-je, lors de sa prise de pouvoir au sein du Front National, lors du premier congrès qu'elle a présidé, eh bien, elle a dit qu'elle assumait l'héritage du parti et on voit le résultat aujourd'hui. Il n'y a pas besoin de parler de cette abstention à l'Assemblée nationale. Il faut simplement regarder comment s'appelle le parti aujourd'hui. Ils ont changé le nom du parti, ils ont changé le logo, ils ont exclu le fondateur. Alors à partir de là, je ne vois pas ce qu'il faut de plus. De reniement en reniement jusqu'au prochain reniement. Ouais, oui, tout à fait, tout à fait. Non, il faut arrêter au Rassemblement National. Il y a beaucoup de gens y croient, malheureusement, beaucoup de gens y croient. Et c'est triste, c'est parce que les électeurs du Front National, du Rassemblement National, votent pour Marine en pensant que ça va être le programme du Parti de la France qui va être appliqué. Il y a plein de gens qui me disent oui, je vote Marine Le Pen en espérant que la France va redevenir blanche. Bien sûr, Mais lisez le programme, les gars. bien sûr, mais il faut respecter ces gens, puisque ces gens sont généralement des Français très, très modestes et désespérés, et ils se rattachent aux solutions qu'ils pensent être les meilleures. Mais ils sont aussi, et c'est là que je vois un peu de lumière au bout du tunnel, ils sont aussi de plus en plus lucides, et tu es bien placé pour le savoir, puisque tu as participé à une élection il y a 6 ou 7 mois, où tu as tout de même fait un quart des voix du Rassemblement national, malgré la présence d'un candidat du Rassemblement national. Éric Zemmour, pendant la dernière présidentielle, a fait 7%. Alors c'est sûr qu'avec 7%, on est loin de la victoire, mais ça représente tout de même plusieurs centaines et même des millions de personnes. Des personnes qui ont choisi sciemment de ne pas voter pour le Rassemblement national, mais de voter pour une alternative, tout simplement parce qu'ils n'ont plus confiance dans le Rassemblement national. Alors, je pense qu'il ne faut pas désespérer et qu'il faut continuer notre travail et qu'il faut l'amplifier pour toucher ces Français comme nous le faisons et comme nous allons continuer à le faire. Il faut poursuivre notre travail, qui est un travail de fourmi, mais qui, au final s'avérera payant. Et même si ça ne s'avérait pas payant, au moins nous pourrons dire que nous avons fait tout ce qui a été en notre pouvoir pour arrêter cette décadence. Et oui, merci beaucoup, effectivement, Pierre-Nicolas. Et on œuvre pour ça. C'est même le sens de la création du Parti de la France. Démasquer qui est réellement Marine Le Pen. Bah, Marine Le Pen l'assume elle-même, hein, qu'elle est, voilà, qu'elle est sensibilité de gauche. C'est juste des gens qui ne sont pas, qui sont malheureusement pas attentifs. Qui ne sont pas attentifs. Continuons. J'ai vu que Thomas Joly avait parlé de Thaïs Descuffon, parce que Thaïs Descuffon a fait une vidéo qui s'appelle Il faut virer les femmes de la police, voici pourquoi. Alors c'est assez intéressant, évidemment Thomas Petit, vous imaginez bien que c'est vous qui allez répondre à ça. C'est assez intéressant parce que j'ai quand même voilà, des amis qui ont été dans la police ou qui sont dans la police qui expliquent que c'est vraiment un vrai frein d'avoir des femmes. Je vais pas ressortir les arguments pour eux parce que bah, déjà j'ai pas forcément été assez attentif pour tout retenir
donc j'ai peur de dire des bêtises, mais globalement, oui, il y a quand même une forme de consensus par rapport aux gens qui travaillent dans le milieu de la police, que les femmes sont un vrai problème pour les interventions. Globalement, ce que dit Thomas Joly, il reprend Thaïs qui nous dit: «Tout le monde sait, au fond de lui-même, que les femmes ne sont pas faites pour remplacer les hommes dans les rôles disciplinaires ou violents. Dans cette vidéo, j'ai décidé de briser un tabou en montrant une bonne fois pour toutes pourquoi vouloir à tout prix inclure les femmes dans l'armée, la police ou la justice est une erreur gravissime.» Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Thomas, qui avez été policier? Oui, 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 j'ai été policier avant d'être mis à la porte, mais on va pas revenir sur cette, histoire sordide. Alors, en effet, bon, il y a beaucoup de femmes dans les forces de l'ordre, de plus en plus d'ailleurs, et c'est aussi le cas chez les pompiers ou même à l'armée. Ce que j'ai pu constater, parce que j'ai aussi été, pardon, à l'armée, ce que j'ai pu constater, c'est que la très grande majorité des femmes, alors il y en a certaines qui font très bien leur boulot et qui tiennent bien leur rôle, hein, on va dire, mais c'est une minorité. Mais je veux dire, dans la majorité des cas, les femmes ne sont pas faites, ne sont pas adaptées, tout simplement pour faire ce genre de métier. Parce que ce sont des métiers qui demandent, une certaine autorité, naturelle, qui demandent une certaine force et qui demandent une gestion, une très bonne gestion du stress. Et je suis désolé mesdames, au risque de passer pour un macho, mais les femmes ne sont pas capables de tenir ce genre de poste. Et ça, je l'ai vu de mes propres yeux, parce que lorsqu'il y a des situations compliquées, des situations stressantes, eh bien tout de suite, c'est les émotions qui l'emportent sur la raison. J'arrive même plus à parler et ça crée des situations encore plus complexes qu'à l'origine et c'est très compliqué ensuite de résoudre des problèmes quand on a des femmes, qui commencent à paniquer, qui commencent à pas bien faire les choses. Je me suis senti, plus en sécurité, on va dire, dans un équipage d'hommes que dans un équipage de femmes et je pense que j'ai beaucoup d'autres collègues qui pensent, enfin d'ex-collègues qui pensent comme moi, voilà. Ah là 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 là. En tout cas, chers amis, sachez qu'il y a une autre actualité. Il y a une autre actualité qui est intéressante parce que Marion Maréchal, moi, Marion Maréchal, elle régale parfois parce que, voilà, présidente d'Identité et Liberté, je le rappelle, nièce de Marine Le Pen, petite fille de Jean-Marie Le Pen, elle a fait un message, un tweet, un message sur Facebook également, qui était quand même assez identitaire. Je vais vous le lire, ça concerne les diplômes de la médecine. Je vais vous lire ce qu'elle a écrit. Marion Maréchal écrit: alors que 8 000 médecins français ont été diplômés cette année, excusez-moi, avec un bac+9 et bientôt avec un bac+10, la France vient d'accepter près de 3 000 médecins non européens, souvent à seulement bac+5 ou bac+6, soit 50% de plus qu'en 2023. Et donc désormais, un nouveau médecin sur 3. Les études de médecine sont laborieuses et ultra sélectives pour les médecins français, mais insuffisantes pour la plupart des médecins étrangers. Premièrement, cela représente un danger pour les patients qui peuvent être moins bien soignés par des médecins étrangers s'ils sont suffisamment qualifiés, insuffisamment, excusez-moi, ou qui ne parlent pas correctement le français. Et oui, on n'y pense pas assez, mais la communication aussi, c'est important dans la médecine. Deuxièmement, cela favorise un dumping médical au détriment de la filière d'études française, avec des médecins étrangers moins chers. Troisièmement, ces médecins étrangers manquent à leur pays d'origine, qui en sont souvent dépourvus et en ont bien plus besoin que nous parfois. Comme dans bien d'autres domaines, l'immigration ne peut et ne doit être la solution de facilité et de court terme à tous les problèmes structurels que nous refusons de résoudre correctement. Oui, nous manquons de médecins. Mais la solution est avant tout dans la réforme de notre système. Baisse des charges, augmentation du numerus, apertus, excusez-moi, je ne suis pas très bon en latin, et du nombre de places dans les universités de médecine. Annulation de l'augmentation de la durée des études pour pallier l'urgence, report défiscalisé de la retraite des médecins sur la base du volontariat. Donc là, je dis quelque chose de très intéressant et ça vaut aussi pour l'ingénierie, ça vaut aussi pour énormément de métiers, j'ai envie de vous dire, qui sont 10 fois mieux payés en Allemagne ou aux États-Unis qu'en France. Et pas pour pallier la fuite des cerveaux, on fait venir des migrants africains. Qu'est-ce que vous en pensez, Thomas Petit? Bah, moi je pense que tout simplement, il faudrait arrêter de faire venir tout le tiers-monde, en France pour exercer la médecine, hein.
et qu'on devrait d'abord renforcer la formation des médecins et valoriser les filières médicales nationales dans l'éducation. Donc bon, bah, ça passera, je pense, par, la multiplication des bourses d'études pour les jeunes Français, hein, qui désirent, exercer la médecine, tout en rendant la carrière de médecin plus attrayante, hein, que ce soit sur le côté salarial ou professionnel. Et ouais, en comment dire? En valorisant davantage les filières hospitalières ou de médecine générale. En fait, il faudrait vraiment assurer une meilleure rémunération des médecins, notamment dans les zones rurales, qui sont complètement délaissées. Et c'est aussi pour ça qu'on fait venir des médecins étrangers, parce qu'on a des zones rurales qui ne trouvent pas de médecins français, qui sont complètement vides. Et donc on est obligé de recourir à des médecins qui viennent parfois du Maghreb ou d'Europe de l'Est, ou même de Cuba, hein, je crois. Donc voilà, il faut juste revaloriser toute notre éducation, médicale et bien sûr, renforcer, on va dire, le système de santé. Injecter davantage de fonds, par exemple, au lieu d'envoyer des milliards en Ukraine, on ferait mieux d'injecter davantage de fonds dans tout ce système-là, voilà. Ça pourrait résoudre en partie le problème. Et est-ce que cette solution vous paraîtrait viable, Pierre-Nicolas? Ah, Pierre-Nicolas, n'oubliez pas, ah, c'est bon, vous êtes là. Oui, putain, j'étais en train de causer sans avoir appuyé sur le bouton vert. Oui, bien sûr, c'est une solution qui me semble relativement de bon sens et je n'ai rien à y ajouter. Très bien, très bien. Alors puisque nous n'avons rien à ajouter, je vous invite à ce Déjà, qu'on puisse peut-être si, passer ah, si, allez-y Pierre-Nicolas. à propos des. Parce que tout de même, euh, on fait venir des médecins étrangers parce qu'il y a des déserts médicaux, et c'est vrai, il y a des déserts médicaux en France. Mais peut-être que pour supprimer ces déserts médicaux, eh bien, il y a une solution qui serait peut-être beaucoup plus simple que de faire venir des médecins étrangers ou d'investir quoi que ce soit. Il suffirait déjà de supprimer les numerus clausus. Ça serait déjà une bonne chose. Oui, ouais, effectivement, effectivement, je l'ai mal prononcé tout à l'heure, mais c'est compliqué de l'atteindre, parce qu'on devrait dire «ou», c'est pas «us», bon on s'en fiche, mais ça m'a perturbé, ça m'a perturbé. Continuons sur les actualités. Alors, je vais vous lire à chaque fois, vous savez, je vous lis un communiqué de presse de Thomas Joly, ce qui est normal, parce que c'est le président du parti de la France. Et là, justement, il nous fait un communiqué de presse sur Jean-Noël Barrot. Alors, si vous ne connaissez pas, chers auditeurs, ne vous inquiétez pas, ça va être expliqué dans le communiqué de presse que je vais vous lire. Alors, Thomas Joly nous dit Jean-Noël Barrot, archétype de l'apparatchik macroniste, incarne à merveille cette élite déconnectée qui n'a jamais connu le monde réel du travail. Propulsé ministre des Affaires étrangères sans la moindre expérience diplomatique, sa nomination relève davantage du népotisme communautaire que du mérite. Son arrogance n'a d'égal que son incompétence, comme en témoigne l'incident diplomatique à Jérusalem en novembre 2024, où son manque de poigne a une fois de plus ridiculisé la France sur la scène internationale. À défaut d'avoir une stature d'homme d'État, il compense par des rodomontades pathétiques comme Donald Trump et un bellicisme presque hystérique dans le conflit ukrainien, multipliant les déclarations martiales dont chacun sait qu'elles ne seront jamais suivies des faits. Il est grand temps que notre pays soit représenté par des hommes dotés de la force de persuasion et de la virilité nécessaires pour défendre nos intérêts diplomatiques dans le monde entier. C'était le communiqué de presse de Thomas Joly. Alors oui, Thomas Petit, effectivement, là, on est face à un chihuahua qui aboie. C'est-à-dire qu'un chihuahua, il a beau aboyer très fort, il pourra jamais vraiment bien mordre. Je pense que vous êtes convaincu là-dessus. Vous n'êtes pas effrayé, je pense, par la férocité de Jean-Noël Barrot. Ah non, non, pas du tout, j'ai rien à ajouter sur le communiqué de Thomas Joly, je suis sur sa ligne sur ce point, donc voilà, je suis en accord avec ce qu'il a dit. J'ai pas grand-chose à rajouter de plus finalement. Je Allez-y, Pierre-Nicolas. je lisais ce soir dans l'actualité quelque chose qui, bah, finalement, m'a surpris les premières secondes, mais j'ai trouvé ça très logique. Je lis que maintenant, Emmanuel Macron, donc au-dessus de ce monsieur, voilà, Emmanuel Macron est désormais pour la paix. Désormais, il s'érige en défenseur de la paix entre la Russie et l'Ukraine. Et Emmanuel Macron, désormais, souhaite la paix. Eh bien voilà, c'est très simple.
Il n'y a pas besoin d'être un fin expert en géopolitique pour expliquer ça. Le président des États-Unis est pour la paix, il ne souhaite plus la guerre avec la Russie, et ben, le Roquet, il retourne à la niche et il se range derrière le plus fort, tout simplement. L'élection de Donald Trump est vraiment une très bonne chose. Ah bah Que effectivement Dieu et bénisse Donald rendez-vous Trump. que Dieu voilà ce que j'allais dire Thomas Petit, que Dieu bénisse Donald Trump, nouvelle série tous les 20 de chaque mois. N'hésitez pas à me faire des retours sur ce nouveau format qui j'espère, voilà, vous allez apprécier. Autre actualité, alors je vais un peu plus en parler parce que ça a eu une petite, voilà, c'est un petit impact et ça reste quand même important relativement dans le milieu, mais je vais pas Voilà, forcément alors trop détailler. excuse-moi, je te coupe, Oui? mais j'entends pas vraiment tout parce que, comme je te dis, ce soir, Ah! je perdre. J'ai retrouvé l'article, c'est une annonce sur BFM TV Allez-y. il y a 3 heures. Voilà ce qu'a déclaré textuellement Emmanuel Macron. Mon objectif, c'est d'éviter un sacrifice, c'est d'éviter la guerre. Voilà. Eh bien, on apprend Mmh. aujourd'hui qu'Emmanuel Macron ne souhaite plus la guerre. Donc, ça veut dire qu'il va devoir expliquer euh, d'où viennent toutes ces déclarations extrêmement agressives de la part de ses ministres, voire même des siennes, et pourquoi est-ce qu'on a envoyé autant d'argent en Ukraine, cet argent dont la moitié a disparu, comme je le disais tout à l'heure. Il va peut-être devoir s'en expliquer. Ouais, c'est vrai. Après je pense qu'il est pas très inquiété, il fait toujours de la merde, il va pas justifier. Ça va. Je pense qu'il est tranquille dans sa tête malheureusement. Il devrait pas être tranquille, il devrait devoir se justifier. C'est comme, vous savez le cabinet, McKinsey, il aurait dû le justifier. On attendra toujours les justifications, on l'aura jamais. Malheureusement. Ah oui, l'actualité un peu plus anodine, un peu plus, comment je pourrais dire, drama alert, people comme vous voulez, le conflit actuel entre Alice Cordier et Papacito. Alors oui, je m'en fiche aussi quelque part, j'ai fait un communiqué de presse sur ce sujet et j'ai pas grand chose à rajouter. Communiqué de presse, ça fait 30 000 vues sur Twitter, je vous invite à le lire, mais globalement, je rappelle, c'est vraiment le plus important, que Papacito, n'est pas quelqu'un de droite. Papacito est quelqu'un qui fait pression sur les journalistes de Valeurs Actuelles, Frontières, anciennement Livre Noir, pour avoir le monopole de la fameuse parole de droite sur internet. Il fait pression pour pas que Daniel Conversano ou d'autres soient invités. Et globalement, son mode de vie ou le vide de ses pensées montre que ce n'est pas quelqu'un de droite non plus. Voilà. Donc ça peut paraître un peu radical ce que je dis, mais Thomas Petit, vous serez sûrement d'accord, on a déjà Ah parlé bah, de résistance. bien sûr, non mais alors moi c'est très simple de ce conflit, de télé-réalité, parce que pour moi c'est un niveau digne d'une télé-réalité, très médiocre, hein, comme on peut voir à la télé. J'en en ai rien à branler et mon Papacito, c'est un abruti, un débile, qui est complètement ridicule. Il se ridiculise constamment sur les réseaux sociaux. Ça peut être un humoriste, c'est une forme d'humour, mais moi ça ne me fait pas rire et je n'y prête, absolument aucune attention et en ce qui concerne Alice Cordier, eh bien, elle serait une femme sympathique à première vue, je la connais pas plus que ça, enfin je la connais pas personnellement, je veux dire. Mais non, Papacito ne sert pas du tout la cause nationale. Au contraire, il nous porte, préjudice parce qu'il se fait passer pour, quelqu'un de notre milieu, mais ça ne l'est pas du tout et il ridiculise absolument tout le milieu. Il décrédibilise, notre combat national donc je pense qu'on devrait, si on le peut bien sûr, écarter ce cet individu, cet animal de la scène politique, enfin, du moins de la scène médiatique, de notre camp, voilà. Absolument, absolument. Merci beaucoup, Thomas Petit pour votre réponse, là-dessus. Donc voilà, globalement ce qu'il faut retenir, c'est que non, Papacito n'est pas de droite. Alice Cordier, moi ça me parle pas parce que je suis pas du tout féministe, ça me parle pas. Je serais plus proche idéologiquement d'une Thaïs Escuffon. Heu, Même pas, je pense que je n'ai pas à rappeler ce que je pense des féministes, ni ce que je pense de la place de la femme dans la société, mais objectivement, quand on passe au-delà des appellations, lorsqu'on passe au-delà de, de la description qu'elle fait d'elle-même, elle se dit féministe, bon bah d'accord, ça ne me plaît pas, mais j'ai beaucoup observé ses interventions, que ce soit à la télévision, dans TPMP, sur YouTube ou ailleurs. Je regarde aussi parfois ce qu'elle écrit. Je constate que dans 95% des cas, nous tombons d'accord, hormis sur l'appellation qu'elle se donne, hormis quand elle dit qu'elle est féministe.
je suis rarement en désaccord avec ce qu'elle dit, y compris lorsqu'elle répond à un certain nombre de demeurés qui trouvent intelligent d'aller lui dire bah, ferme ta gueule et fais des gosses. Mais elle dit mais tu es des personnes, et tu peux pas faire des gosses. Je fais des gosses si j'en ai envie et certainement pas pour faire plaisir à des demeurés comme moi. Et puis c'est pas pour le principe de faire le chevalier blanc qui la jeune femme est insultée par le goujat, mais au bout d'un moment, je pense qu'Alice Cordier, elle aura plus d'enfants et sans doute de meilleure qualité, ceux qui lui font ce genre de réflexion. Voilà, vous avoir des enfants, mais en fait, qui ne soient pas totalement dysgynéiques. Qu'est-ce que je veux dire? Je vais encore passer pour un vieux géniste. Bon, ça, par contre, je ne suis pas. Moi, de mon côté, j'ai bien entendu la connexion, mais qui est définir ça. Alors je sais pas où est le problème. Ouais, on est d'accord. On est d'accord. On est d'accord. Donc moi, je pense vraiment que c'est serveur. Mais de toute façon, Thomas Joly, il veut pas, mais je lui ai déjà dit il faut changer de plateforme, ça va pas. Telegram, il y a trop de problèmes en ce moment. Bref, continuons si vous le voulez bien, Pierre Nicolas, parce que globalement, je pense on a compris l'idée, même si c'était un peu compliqué à cause de la connexion. Mais bon, voilà, tout ce qu'il faut retenir de l'histoire, c'est que non, Papacito, c'est pas quelqu'un de confiance. Alice Cordier, on m'a beaucoup reproché d'avoir parlé de la claque d'Alice Cordier. Les gars, c'était il y a plusieurs années. Baptiste Marchais, s'il avait vraiment mis une vraie claque à Alice Cordier, elle serait à l'hôpital. C'est le champion du monde de champion de développé couché, elle fait 1m55. C'était pas une vraie claque, désolé, elle serait à terre, sinon elle aurait été à l'hôpital. Oui, mais en tout état de cause, Donc, on ne tape pas quand on est le champion de développé couché, on ne met pas une tarte dans la gueule à une petite gonzesse qui fait 1m60 quand même. oui, je suis d'accord, c'est juste que bon, faut passer à autre Oui, mais chose, c'était plusieurs années. qu'il soit un petit peu cavalier, et qu'il lui dise de fermer sa gueule, pourquoi pas, mais je trouve tout de même que c'est un petit peu exagéré de réagir ainsi. Oui, bien sûr, mais bon, c'était il y a plusieurs années, voilà, faut passer à autre chose. Oui, peut-être, Sinon, mais je pense qu'elle s'en souvient tout de même. C'est possible, c'est possible. Écoutez, moi, j'ai traité surtout les actualités que je voulais traiter. Mes chers amis, j'étais ravi de faire cette émission avec vous, même si ça a été très compliqué avec les serveurs Telegram en ce moment. Il faut absolument que faut que je convainc Thomas Joly qu'on puisse faire autrement, parce que ça fait quelques émissions que les serveurs ont des vrais Oui, problèmes. là, J'ai pas ces pro j'ai un ami qui a rejoint récemment le Parti de la France, que j'irai d'ailleurs voir prochainement au cours de ma tournée nationale, puisque nous allons probablement en faire un de nos responsables pour les Pays de la Loire. Il est en train de m'envoyer des messages, il me dit j'écoute le forum, c'est catastrophique, ça bug énormément, on ne comprend rien. Je lui dis oui, c'est de la merde, c'est la pire émission que j'ai faite. Franchement, ça a été catastrophique cette émission. Alors, je sais bien que c'est pas de ta faute, mais c'est la première fois que ça fait ça. Hein. C'est vrai qu'il y a beaucoup de coupures, beaucoup de bugs, c'est assez chiant de se faire comprendre. Ouais, Non, mais c'est la pire émission qu'on ait faite, je pense. je compte sur toi, Pierre-Nicolas Nups, pour convaincre, en tant que secrétaire général, pour convaincre Thomas Joly de faire un essai sur Twitter, sur les espaces Twitter. Ce sera beaucoup mieux, je pense. En plus, Non, mais il n'y a peut-être c'est pas symbolique. forcément besoin. Je pense qu'il n'y a pas forcément besoin de changer de plateforme. Je suis d'accord avec lui de ce point de vue-là. Aujourd'hui, ça s'est mal passé parce que voilà, il y a peut-être des problèmes de connexion de part et d'autre. Les serveurs sont peut-être saturés, je n'en sais rien. Mais jusqu'à maintenant, ça a très bien fonctionné. Alors, c'est pas parce qu'une fois il y avait un incident technique qu'on va rechanger tout notre moyen de fonctionner. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Ça fait quelques mois que j'ai des retours comme quoi il y a des bugs. C'est pas la première. C'est pas la première. Ça Oui, fait mais quelques mois que. si nous venions à changer, à la rigueur sur X, ça pourrait être bien parce qu'il y a beaucoup plus d'inscrits, etc. Mais C'est le ça. souci, c'est aurions-nous la possibilité d'avoir autant de contrôle sur ce que l'on dit qu'ici? Oui, je pense. Je pense. Le seul truc, c'est qu'il faut Ah bah éviter non, mais YouTube et moi, Twitch. c'est pas la réponse que je veux. Moi personnellement, tu me dis, il faut que tu utilises ton influence de secrétaire général pour convaincre le président. Bah, je te dis d'accord, on va voir, mais moi, je ne ferai pas ça
si jamais on n'a pas les mêmes garanties qu'ici. Ah oui, non, mais sur X, tu sais, sur X, il y a les espaces maintenant, je sais pas si tu connais? C'est exactement le même principe. C'est nouveau, hein, c'est relativement nouveau. C'est les mêmes principes que sur les Oui, mais on Telegram, a un c'est le même principe, contrôle sur la diffusion. la même chose. On a un contrôle sur la diffusion, oui. Bon, Comme écoute, Telegram. on jettera un œil ensemble là-dessus. On fera un test juste à 2 ou 3 personnes et je D'accord. regarderai parce que c'est vrai que là aujourd'hui ça a été catastrophique, hein. C'était compliqué et les 3-4 dernières fois, c'était compliqué aussi. Moins que là, parce que ça se dégrade, mais c'était compliqué aussi. Mais bon. J'espère que tu n'as pas fait en sorte de dégrader l'émission Non, ce soir pour soutenir ton argumentation. non, non et puis même, tu sais, Louis, mon Je connais adjoint, Louis, l'Allemagne. c'est un f Louis, c'est tu sais, mon adjoint, c'est un fanat de Telegram. Vraiment, il a un compte premium depuis 2 ans et tout, c'est un fanat de Telegram et il me dit toujours: «Les appels sur Telegram, c'est non». C'est non, il y a toujours des problèmes. Même lui le dit alors que c'est un fan, je il est limite actionnaire Telegram, tu vois? Donc C'est vraiment bien pour le côté messagerie, mais pour le côté appel, c'est vrai que ça a tendance à se dégrader avec le temps. ouais, c'est clair, c'est clair. Bah, depuis D'accord, bon l'arrestation ben, du PDG, en on va fait, ça, j'ai étudier problème. cette piste. Nous allons étudier cette Ouais, ouais, piste. ce serait cool. Ce serait cool parce que j'ai du mal à animer de mon côté, tu imagines bien que, c'est compliqué. En tout cas, Mmh. j'ai quand même apprécié faire cette émission, surtout que les jeux vidéo, c'est un thème qui me tienne à cœur. Ça m'a fait plaisir de répondre, à Yann Moix également. Ça fait plaisir parce que bon, Yann Moix, j'ai du mal avec lui, je vais être tout à fait honnête. Il y a des qualités que je reconnais chez lui, mais il y a surtout des défauts, donc ça fait du bien d'en parler aussi. Et bien évidemment, c'est toujours un plaisir d'animer cette émission avec, 2 amis, Thomas Petit et Pierre-Nicolas Nux. Merci beaucoup de vous être rendus présents ce soir. Bah, c'est moi qui te remercie, Alex, pour le travail que tu fais et félicitations. J'ai beaucoup aimé, vraiment beaucoup aimé le nouveau format que tu as fait en reprenant ma formule, ce mantra que je vais faire rentrer dans toutes les têtes de la droite nationale. Dieu bénisse Donald Trump. C'est vraiment très bien. J'ai beaucoup aimé cette vidéo. Donc, quand tu fais pas de conneries, que tu fais des bonnes choses, je te le dis. D'ailleurs, je te fais plus souvent des compliments que des réflexions, tu vas voir. Mais là, c'est vraiment très bien et il faut qu'on te félicite quand tu fais des choses bien. Ce que tu as fait est très bien. C'est vrai que je confirme, la vidéo est impeccable et j'invite, d'ailleurs tous les auditeurs à aller la voir. Malheureusement, l'algorithme ne l'a pas mise en avant de ce que j'ai pu voir pour l'instant, mais c'est voilà, c'est de très bonne qualité et félicitations pour le boulot que tu as fait. Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors effectivement, ouais, elle a pas fait autant de vues que j'aurais elle a pas fait un aussi bon démarrage que j'aurais aimé, c'est clair. Mais bon, c'était une vidéo qui personne n'était prévenu, c'était une vidéo surprise. Laissons le temps, que le Non, format prenne, mais en tout cas, elle j'ai bien aimé montera le toute format. seule. Puis c'est quelque chose Oui, de je nouveau. pense. Les gens sont pas encore habitués, mais ça continuera à progresser. Oui, je pense aussi, je pense aussi. Bah, en tout cas, moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un bistrot. Il me semble que c'est un bistrot du Parti de la France. On sera en fin de mois, si je dis pas de bêtises. Et je vous donne rendez-vous dimanche 15h pour un entretien, pour un Fast and Curious même avec nul autre que Jérôme Bourbon, directeur de Climarol. Donc vous allez apprécier. Rappelez-vous que la dernière fois qu'on a fait un Fast and Curious avec Jérôme Bourbon, ça a fini sur BFM TV. Donc on va voir comment celui-là va tourner, ça va être amusant. Et sur TikTok en masse, hein, j'ai vu beaucoup de vidéos qu'il avait relayées. Ah, sur TikTok? Ah oui? Ah, Ah j'avais oui, pas fait oui, attention oui, à oui. ça. Non, non, Ah, ça a fuité aussi sur TikTok. ah, intéressant, intéressant. En tout cas, moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel Fast and Curious, pour un nouveau forum du Parti de la France, excusez-moi. Prenez soin de vous, bonne fin de semaine à vous, et surtout, bah, adhérez au Parti de la France, commentez, likez, partagez. C'est super important. Allez, au revoir tout le monde. Salut Alex. Salut Alex, salut tout le monde.